Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. Transmettre est consubstantiel à la nature humaine, qu'il s'agisse de la vie que l'on donne, du savoir que l'on partage, des biens que l'on lègue, des rites et croyances que l'on diffuse, oralement ou par écrit. La Cité de la Réussite est par essence le lieu où se jouent toutes les gammes de la transmission. On se presse au débat pour recueillir la parole et la pensée de celles et ceux qui s'obligent volontiers à transmettre leur expérience, leurs réflexions, leurs solutions ou leurs révoltes. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Mesdames et messieurs, ils sont vos invités cet après-midi. Je vous invite à les applaudir. Bonjour à tous, merci de nous accueillir dans votre chambre, dans votre salon, auprès de votre cheminée. En fait, on est en famille ce week-end. Donc, on est dans votre maison de campagne. Merci de nous accueillir. Vous avez invité des gens vachement bien. Enfin, il va falloir qu'ils le prouvent. Mais j'ai un bon a priori. Ce qui est mal barré, je suis journaliste, vous imaginez. Mais on va passer un joli moment. Je suis ravi de vous accompagner. Je m'appelle Nicolas Rossignol. Je suis juste passeur. Mon éducation avéronaise fait que je suis un bon serveur de café, certainement. C'est pour ça que je vais porter les plats cet après-midi. Mais je viens au même niveau que vous apprendre, je viens échanger, je viens partager et j'ai envie qu'il nous raconte beaucoup de choses. J'ai juste 2 consignes à vous donner, comme je l'ai dit à chaque fois sur toutes les conférences ce week-end. Je voudrais juste qu'on prenne ce temps rien que pour nous, que personne vienne nous perturber. Je vous invite à mettre vos téléphones sur silencieux, s'il vous plaît, à ne pas y répondre. On va suspendre le temps, on va apprendre à ralentir ensemble pour se poser les bonnes questions. J'ai une deuxième consigne à vous donner, c'est que la cigarette électronique est interdite dans cette salle. Une fois que je vous ai dit ça, je le dis à chaque fois, mais mon boulot de journaliste est ainsi terminé. Je me remets dans la peau du citoyen que je suis et qui vient apprendre. Ils sont venus
partager ce moment et surtout répondre aux questions des étudiants qui sont parmi nous, qui ont préparé cette rencontre à travers des conférences de rédaction, mais au-delà des étudiants qui auront la main très rapidement pour poser toutes les questions. Vous allez, vous, juste après, bien sûr, avoir le plaisir, j'espère, le loisir en tout cas, de poser les questions à tous vos invités. Je voudrais profiter de ce premier tour de table pour les inviter à se présenter, mais surtout savoir comment chacune et chacun répond peut-être à la problématique de cette conférence sur les fondations, vecteurs de transmission des valeurs de l'entreprise. Qui êtes-vous et selon vous, comment vous, votre entreprise, votre fondation transmet des valeurs? Je vais vous poser la question, Marie-Aimée Bic-Dufour. Merci d'être à nos côtés. Je commence par vous. Vous êtes la directrice déléguée de BIC et présidente de la fondation BIC. On va vous passer un micro. Vos camarades vont vous passer le micro juste à côté. Selon vous, votre fondation transmet quelles valeurs? Quelles sont les valeurs d'entreprise BIC? Je vous laisse vous présenter. Donc oui, moi j'ai une double casquette. Je suis à la fois directeur général délégué de BIC depuis 20 ans et puis présidente de la toute jeune fondation d'entreprise BIC puisqu'elle a été créée en 2016. Alors, pourquoi une fondation? On s'est aperçu qu'on avait une grande tradition de donation de produits d'abord. Je pense que tous vous connaissez les produits BIC. Donation des dons financiers et même du temps de nos employés. Et ces donations, elles étaient faites au travers du monde, mais sans réel fil conducteur. Avec la fondation d'entreprise BIC, on a voulu pouvoir diriger les dons vers l'éducation, puisque c'est le thème de la fondation. Je crois qu'aujourd'hui, en 2017, il est inconcevable de ne pas parler de responsabilité sociétale de l'entreprise. La responsabilité de l'entreprise, elle va bien au-delà des produits qu'elle fabrique, bien au-delà de la manière dont elle agit. Il faut regarder également ce qu'elle peut faire et je pense que la Fondation est un merveilleux outil de transmission de ces valeurs de l'entreprise vers notamment les communautés dans lesquelles l'entreprise opère. Merci, on aura beaucoup de questions à vous poser à ce sujet bien sûr. Bernadette Moreau est à mes côtés, vous êtes déléguée générale de la fondation Vinci Autoroute, une fondation qui transmet des valeurs. Et quelles valeurs? Oui, racontez-nous. Je vais commencer par finir le nom entier de la fondation, parce que c'est Fondation Vinci Autoroute pour une conduite responsable. Et là, ça prend tout son sens. Et ça raconte tout. Puisque, voilà, ça raconte tout, puisque l'idée, bien sûr, la transmission, elle est bien là. L'idée de la Fondation Vinci Autoroute, elle est venue en 2011. On a été créé en février 2011. Oui. Alors, on a été créé suite à 3 accidents dramatiques qui ont entraîné le décès de 3 collaborateurs qui s'étaient fait percuter au volant par des conducteurs qui s'étaient endormis. Et donc, ça a mis en exergue le risque de somnolence au volant, qui est un risque très important. Oui. Et c'est notre cheval de bataille avec d'autres sujets, bien sûr, sur la sécurité routière. Et la sécurité routière et plus largement la conduite responsable, parce que j'aurai l'occasion, bien sûr, de le décrire. La conduite responsable, ça porte aussi sur bien d'autres sujets. C'est un sujet éminemment de transmission et d'exemplarité. Et c'est bien de le rappeler ici. Merci beaucoup. Je reviendrai vers vous, Marianne, un peu plus tard, mais je voulais demander à Rémi Boyer, qui est directeur des ressources humaines du groupe Corian, ce qu'il fait autour de cette table ronde. Vous êtes perdu, Rémi, c'est ça? Bon, d'accord, un petit clin d'œil dans cette table ronde sur la transmission, une seconde d'émotion personnelle, puisque mon père a enseigné dans cet amphi pendant de nombreuses années. Donc, dans une table ronde sur la transmission, je me devais de rappeler ce souvenir. C'est un joli clin d'œil, lui qui m'a toujours reproché de ne pas être universitaire, voilà, au moins pendant 1 heure, je le serai devant vous. Alors, Corian, c'est le leader européen des maisons de retraite et de cliniques de soins de suite. Et donc, pour nous, évidemment, la transmission, j'y reviendrai tout à l'heure plus en détail, est au cœur de notre activité quotidienne. Et donc, nous avons décidé, alors c'est beaucoup plus récent que la Fondation BIC, il y a 3 mois, de créer une fondation qui s'appelle la Fondation du Bien Vieillir Corian, et chaque mot compte, Fondation du Bien Vieillir Corian, qui va être notre instrument pour à la fois promouvoir notre façon de faire, donc nos métiers, nos valeurs internes, et initier un débat plus large dans la société française et européenne sur la place des aînés dans nos sociétés. Merci beaucoup. Un autre qui s'est planté certainement, bon il est venu, il est là, on ne peut pas le renvoyer, mais Serge Guérin, vous êtes sociologue. Que fait un sociologue autour de cette table ronde? Vous n'aviez rien à faire, c'est ça? Dimanche soir, vous avez dit je viens. C'est ça, je me suis dit c'est quand même sympa, il y a du monde, il fait chaud et c'est intéressant. Alors oui c'est vrai, on pourrait se dire mais c'est bien gentil, mais simplement peut-être ce que disait Marie-Aimée Bic tout à l'heure, c'est-à-dire que l'entreprise, elle ne peut pas
qu'elle le veuille ou non, s'intéresser seulement à l'entreprise. Oui. Son article premier, on le sait, c'est faire des profits. Il y a un vrai débat en ce moment d'ailleurs. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas rajouter des éléments ? Parce qu'une entreprise doit évidemment faire des profits, parce que sinon elle ne marche pas, tout simplement. Mais qu'en même temps, si elle ne fait que ça, si elle est dans un océan de situations qui se dégradent, ça ne marchera pas. Et donc, elle est un acteur d'un grand système qui s'appelle une société, avec des contradictions, avec tout ce qu'on voudra. Et sans doute que les fondations, ce système de fondation, est bien une manière très concrète d'aborder autre chose. Ce n'est pas le cœur de l'entreprise, point d'interrogation. Ou est-ce que ce n'est pas le cœur de l'entreprise, justement? Mais en tout cas, c'est une action qui participe du cœur de l'entreprise. Et si je reste d'ailleurs, Marx disait le cœur d'un monde sans cœur. Et on a besoin de chercher, dans un monde sans cœur, on a besoin de chercher du cœur. Et alors, pour certains, ça peut être des spiritualités et tout ça, mais un des cœurs, c'est ce que fait l'entreprise dans la société. Et la fondation, les fondations participent, je crois, de cela. Permettez-moi juste une parenthèse. J'aime bien poser cette question pour qu'on soit tous sur la même base. C'est quoi un sociologue? Ça sert à quoi? Ça dépend desquels. Je vais être désagréable. En fait, qu'est-ce qui a fait que vous êtes arraché les cheveux toute une vie dans votre métier? Racontez-nous. Vous avez vu les résultats. C'est pour ça. C'est quoi un sociologue? Alors, sociologue, normalement, dans la logique des choses, dans la création des choses, c'est de comprendre... essayer de comprendre comment marche la société et pourquoi elle est comme ça. Et qu'en fin de compte, il n'y a pas nécessairement une immanence qui aurait fait qu'un droit divin ou un Dieu qui aurait décidé que. D'ailleurs, finalement... Certains pensent que c'est Dieu qui a créé la société et d'autres pensent, plutôt les sociologues, que c'est la société qui a créé Dieu, si je la fais très courte. Et donc, Max Weber disait, ça désenchante. C'est-à-dire que c'est moins drôle que prévu et qu'il y a plein de raisons, alors pas nécessairement déterminées, après il y a plein de raisons, mais qu'en tout cas, il y a des faits sociaux qui s'expliquent en partie par d'autres faits sociaux et en partie, ça ne s'explique pas d'ailleurs. Donc finalement, c'est un petit peu le bordel. Après, toute la question, c'est est-ce que je suis un idéologue et je regarde la société de la manière dont j'ai envie qu'elle soit ? Oui. Ou bien est-ce que je suis un pragmatique et je regarde la société comme elle est, les êtres humains comme ils sont. Les êtres humains sont comme ils sont et pas nécessairement comme on voudrait qu'ils soient. Mais nous-mêmes, on est parfois comme on est et pas nécessairement comme on voudrait, comme nos proches voudraient que nous soyons. Cette question était utile, me semble-t-il. Merci beaucoup. Et je voulais terminer par vous, Marianne Echette. Vous êtes, vous, la déléguée générale de la Fondation SNCF. Mais si je voulais terminer avec vous, c'est... Vous connaissez, alors comme tout le monde ici, bien sûr, ce monde de la défondation, mais plus particulièrement parce que vous avez aussi été la déléguée générale de l'ADMICAL, qui est un centre de ressources qui connaît parfaitement et qui recense d'ailleurs toutes les fondations. Pourquoi c'est important de participer à une conférence sur justement la question de la transmission et des valeurs auprès des entreprises? Racontez-nous. Bonjour à tous et merci Nicolas. Voilà, je suis très heureuse de nous retrouver tous dans ce temple, en effet, de la transmission. Alors peut-être quelques remarques avant les questions des étudiants, puisqu'on les attend impatiemment. Moi, je pense au fond qu'une entreprise ne crée pas une fondation pour porter ses valeurs. Elle a bien d'autres moyens. En fait, elle le crée parce qu'elle veut vraiment agir et répondre à des besoins sociétaux. Donc pour moi, la fondation n'est pas un instrument d'information et de communication. C'est bien un levier d'action dans et pour la société. Elle peut même d'ailleurs être un incubateur d'idées, de valeurs nouvelles pour l'entreprise. Alors bien entendu, il faut qu'il y ait une cohérence avec les valeurs de l'entreprise, ça va de soi. Et à la SNCF, voilà, il y a des valeurs évidentes qui sont l'engagement, la solidarité, des références bien sûr historiques. Mais je voudrais juste peut-être m'arrêter sur la notion de transmission, puisqu'on est là aussi pour ça. Et c'est vrai que dans l'intitulé du débat, elle est considérée comme un simple outil, un vecteur entre deux éléments. Oui. Pour la Fondation SNCF, elle est bien sûr cela, évidemment, ça va de soi, c'est un vecteur. Mais c'est en même temps, petite parenthèse, c'est bien plus que cela, c'est une valeur en soi. À la Fondation SNCF, si vous voulez, la Fondation s'appuie sur la transmission comme un moyen d'agir et comme une valeur en tant que telle, au service du bien commun. Et c'est d'ailleurs vrai dans la nature de nos 3 domaines d'intervention que sont l'éducation, la culture et la solidarité, via des associations qui ici transmettent les savoirs de base, là favorisent l'accès, la pratique de la culture et encore encouragent des initiatives intergénérationnelles, Serge Guérin très sensible à cela, et de mixité personnes valides ou personnes handicapées. Donc ça c'est vraiment très important. Il y a aussi une dimension peut-être de la transmission que j'aimerais juste apporter là, qui me semble multidirectionnelle. En fait, il y a des flux descendants, des flux ascendants, des flux horizontaux, croisés, parce qu'en fait, il faut imaginer le mécénat d'aujourd'hui comme un écosystème.
Hein, ça a quand même beaucoup changé. Et dans cet écosystème, un certain nombre d'acteurs interviennent. Bien sûr, les fondations d'entreprises familiales, les associations en premier lieu, les institutions, les collectivités et puis les salariés en mécénat de compétences, bien entendu. Alors toutes ces parties prenantes interagissent. C'est ça qui me semble important de dire, que cette transmission, elle est partagée. Et donc tout cela circule. Hein. Il y a un certain nombre de flux d'informations, de savoir-être, de savoir-faire, de retours d'expérience, d'évaluation, qui permettent à chacun finalement de s'enrichir de cette transmission. Je vais prendre le temps avec chacun d'ailleurs d'avoir un regard là-dessus, et puis ensuite les questions des étudiants. Juste Serge Guérin, transmission, on parle là forcément d'intergénérationnel, la preuve aujourd'hui évidemment, mais à travers les fondations également. Oui, je crois que c'est l'intitulé de ces 2 jours, transmission, la Sorbonne, donc un temple quand même des humanités, on est là dans quelque chose d'essentiel, parce que fondamentalement, c'est où transmettre, ou c'est la barbarie. Oui. Si on ne peut pas parler de futur, si on n'assume pas notre passé, si on ne le connaît pas. On ne peut pas intégrer des nouvelles personnes si on n'a pas la connaissance de notre passé, la fierté, y compris des éléments négatifs. Voilà. Et je trouve qu'il y a quelque chose là d'extrêmement fort. Puis deuxième élément, on a parlé, et Marianne Echette a eu parfaitement raison de parler d'intergénération, mais il y a peut-être quelque chose de très nouveau dans ces notions de transmission, c'est qu'avant, ça allait toujours globalement du vieux vers le jeune. Hein. J'apprenais auprès de quelqu'un, d'un ancien, d'un aîné, de quelqu'un qui savait. Aujourd'hui, ça marche toujours. Mais l'âgé, l'aîné, le senior, le plus âgé, parfois, c'est le beaucoup plus jeune qui lui apprend des choses. Bien sûr. Il y a une notion de réciprocité qu'il n'y avait pas auparavant. Nous sommes sans doute à la première génération où ça existe. Alors on pensera tous aux technologies, où chacun a une expérience en disant « mais mon petit-fils, ma petite-fille, ce petit garçon de 10 ans m'a expliqué des choses ». Très bien, et ça c'est incroyable, ça n'existait pas auparavant, mais ça peut être aussi, pour la première fois, j'ai envie d'aller, je sais pas moi, faire un voyage en Australie, et finalement j'ai demandé à mon petit-fils, qui lui, par Erasmus et autres, y était. Et du coup, il y a plein de choses nouvelles qui n'existaient pas auparavant. Donc la transmission, elle est encore plus nécessaire que qu'hier, si on veut avoir un demain. Oui. Et deuxièmement, il y a une réciprocité qui n'existait pas auparavant. Marie-Aimée Bic-Dufour, qu'est-ce que vous transmettez finalement? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour transmettre? Qu'est-ce qui participe de la transmission au sein de votre fondation? On va vous offrir le micro à côté. Rémi, merci. C'est une question vraiment, j'allais dire pertinente, mais en même temps, je pense qu'on transmet avant tout un sens à la vie. On sens à la vie pour l'entreprise, mais également, et j'allais dire surtout pour les salariés. Parce qu'aujourd'hui, les salariés, et j'aurai peut-être le loisir de dire quelques mots plus tard, les salariés ont besoin de travailler dans une entreprise dans laquelle ils retrouvent un sens. Oui. Nous, chez BIC, on a la chance de fabriquer et de commercialiser des produits qui répondent à des besoins essentiels. Écrire, donner du feu, accès au feu, et pas seulement pour allumer une cigarette. Ça, c'est, j'allais dire, secondaire. Et puis enfin, l'accès à l'hygiène. Donc, de par l'ADN de l'entreprise, on donne du sens. Et au-delà de ce sens donné par les produits, je pense que les salariés ont besoin aussi de comprendre comment l'entreprise s'occupe de l'univers dans lequel elle agit, et notamment, encore une fois, des communautés qui nous entourent. Voilà. Est-ce que c'est l'occasion pour eux de se dire que ce qu'ils font a un vrai sens, sert vraiment à quelque chose, et finalement leur redonner ce sentiment de fierté? Oui, le sentiment de fierté, le sentiment de responsabilité aussi, parce que la responsabilité est une de nos valeurs clés, et je pense qu'on veut impérativement donner aux salariés la responsabilité de ce qu'il fait, pour qu'il trouve de l'intérêt à son travail. Donc quand il a des responsabilités dans son travail, quand il comprend aussi que ce sur quoi il agit, finalement, ce sont des produits qui ont un sens, encore une fois, qui sont des produits responsables, tout le monde y trouve son compte. On vient chez vous, Bernadette Moreau, on a entendu l'exemple tout à l'heure, c'est un vrai cri du cœur, c'est une vraie demande des salariés, des collaborateurs, d'aller plus loin dans l'engagement de l'entreprise, de faire autre chose. Cette fondation est née là-dessus. Quelle est la transmission? Qu'est-ce qu'ils transmettent dans la fondation? Qu'est-ce que vous faites de si concret qui fait leur fierté?
Alors en fait, il y a deux aspects. Il y a effectivement la transmission qui est transmise, qui est donnée par les collaborateurs eux-mêmes, qui sont, de par leur métier, très orientés vers la sécurité, puisque c'est leur quotidien. Ils passent leur vie, pour la plupart, à être sur le réseau autoroutier, à sécuriser l'autoroute, à aussi être les premiers quand il y a un accident sur place. Donc ils touchent de très près le risque d'accident. Ils le touchent aussi eux-mêmes, parce qu'eux-mêmes sont quelquefois en risque. Et donc déjà, effectivement, ils ont tout à fait la possibilité de mesurer l'importance de la vie, l'importance de la sécurité, l'importance de la mobilité en sécurité, puisqu'on est un acteur de mobilité, mais surtout un acteur de mobilité qui veut faire en sorte que ses utilisateurs roulent en toute sécurité. Donc il y a la transmission via les collaborateurs, dont ils sont, je pense qu'ils sont très fiers de ce que fait la Fondation. Il y a un autre aspect qui me paraît très important aussi en termes de transmission, et dont les collaborateurs sont aussi très fiers, c'est que nous travaillons avec beaucoup de chercheurs. C'est un des axes majeurs de l'activité de la Fondation, pour améliorer les connaissances en matière de conduite, de comportement des conducteurs, puisque c'est essentiellement sur le comportement des conducteurs que nous travaillons. Et nous travaillons avec beaucoup d'universités, de laboratoires, qui vont nous permettre de mieux orienter nos messages de prévention. Et ça aussi, je pense que c'est une fierté pour nos collaborateurs de voir qu'on sait asseoir la crédibilité de la Fondation et de nos messages sur des chercheurs et des personnes qui apportent vraiment du fond à nos messages. Rémi Boyer, la question au DRH que vous êtes, la question de la fierté, c'est essentiel aussi, de se sentir encore plus utile. Je dirais avec plein de guillemets, c'est une manière de se payer aussi finalement, d'être fier et de se dire que notre entreprise est reconnue aussi. Bien sûr, alors sans jouer sur les mots, la transmission chez nous, c'est d'abord un acte médical quotidien. Et je le dis devant mes amis et collègues médecins qui sont ici de Corian, c'est un acte essentiel et vital, au sens fort du mot, entre deux équipes qui se passent le relais du matin à l'après-midi et de l'après-midi à la nuit, puisque c'est dans cet acte de transmission que se disent les choses qui n'ont pas bien été, ou les problèmes médicaux apparus la nuit, un problème de comportement. Voilà. Donc la transmission, elle est au cœur de notre activité, je dirais, quotidienne et médicale. Ensuite, la transmission, c'est tous les jours, tout le temps. C'est les transmissions d'une personne âgée à un personnel soignant, c'est des transmissions d'une famille au personnel soignant, d'une famille évidemment à son père ou sa mère, c'est des transmissions entre générations, cela a déjà été dit. Donc c'est au cœur de notre activité. Alors cette fierté, elle vient de cet acte de soins que l'on prodigue tous les jours à nos dizaines de milliers de résidents ou de patients. Et c'est vrai que quand on fait des enquêtes de satisfaction interne, on voit que nos employés sont très fiers de leur métier. À des taux qui ne feraient pas lire certains, qui sont des taux vraiment très élevés. Et cette fierté du métier, elle est là tous les jours. Nos enjeux, c'est en effet, alors on reparlera de la Fondation, mais puisque vous parlez des employés, cette fierté des employés, c'est le sujet sur lequel on va vraiment travailler, c'est comment faire en sorte que leur cadre de travail, notamment la qualité de vie au travail, l'environnement de travail, permettent à cette fierté de s'exprimer tous les jours. Marianne Échette, vous allez là-dessus également, parce que vous leur offrez le moyen d'être fiers pour les salariés et les collaborateurs SNCF, parce que vous leur offrez la possibilité de transmettre à travers leurs compétences. Racontez-nous en fait comment vous leur offrez ce moyen-là. Oui, alors si vous me posez la question comme aux autres, qu'est-ce que vous transmettez ? Moi j'ai envie de dire qu'on transmet l'envie de s'engager. Oui. Et qu'on leur donne le pouvoir de s'engager. Voilà. Cette valeur d'engagement du groupe, bien entendu. Et il me semble que l'engagement, au fond, ça ne se décrète pas. Ça se construit. Il faut le pratiquer. Et donc, on donne l'occasion, en effet, aux salariés de l'entreprise, via ce très beau dispositif qui s'appelle le mécénat de compétences, bien sûr, vous le connaissez, qui permet aux salariés, finalement, sur son temps de travail, de donner du temps à une association. Donc, il y a le bénévolat, c'est sur le temps libre, et 14 millions de bénévoles en France, on est un grand pays très généreux. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ont donc développé ce mécénat de compétences permettant aux salariés, sur leur temps de travail, donc de s'impliquer. Ce qui n'est pas toujours simple, dans la vie active, on n'a pas toujours, entre 30 et 50 ans, parfois, le temps de s'engager. Donc l'entreprise, elle va au-delà du soutien financier, elle permet à ses salariés de le faire. Donc ce qui a été le cas, évidemment, à la SNCF depuis 4-5 ans, et mes équipes qui sont là à défendre ce dispositif tous les jours, puisqu'aujourd'hui, il y a 2000 salariés de la SNCF qui ont rempli une mission d'intégration
d'intérêt général sur leur temps. Alors chaque salarié peut bénéficier de 10 jours par an sur son temps de travail pour remplir une mission. Il y a aujourd'hui donc 2000 salariés, il y a 110 associations sur tout le territoire qui proposent des actions, soit des missions d'expertise, métier, soit des missions d'accompagnement, de parrainage, puisque chaque salarié a des envies différentes. Mais voilà, je pense que l'engagement, il faut pouvoir aussi proposer aux salariés, si vous voulez, quelque chose de facile. Voilà, chacun a son job, et donc il faut pouvoir, voilà, on me dit que l'étudiante doit poser ses questions, c'est ça? Non? Oui, alors je m'arrête. Non, mais je voulais surtout pas le montrer, en fait. Voilà. Excuse-moi, Nicolas. C'est loupé. Hein. Non, c'est simplement, voilà, faciliter l'engagement. Voilà, donner la possibilité de s'engager. C'est vraiment ça ce qu'on souhaite faire et transmettre. Je vais justement laisser la parole à notre panel d'étudiants et d'étudiantes en particulier. Ce soir, le panel est exclusivement féminin. Mesdames, j'ai plus le droit de dire mademoiselle, donc je vais dire mesdames. Votre première question, je vous invite déjà à vous présenter. Donc, et peut-être même à vous lever, puisque vous êtes filmé pour les médias internationaux, en fait. Salle de bain magazine et Fondation Magazine aussi, enfin voilà. Donc... bonsoir, donc, je m'appelle Anaïs. Ma première question, donc, on a compris que la Fondation véhiculait les engagements, les valeurs d'une entreprise. Vous avez mentionné le mécénat de compétences, mais concrètement, qu'est-ce que c'est une fondation? Et finalement, quels sont les leviers d'action que vous pouvez utiliser? Merci pour la réponse. En tout cas, c'était, on a senti un enthousiasme dingue. Non mais vous rigolez, elle vous bouscule avec la question et personne ne lui répond. Je vais me fâcher. Qui prend la parole? Rémi. C'est très simple. Nous, on est tout récent, on est tout jeune. On a 3 mois. Donc, néanmoins, ce qu'on veut faire, on veut transmettre ce que nous savons et nos valeurs vers l'extérieur de la société. On est dans un pays où le débat sur le vieillissement ou sur l'âge prend de plus en plus d'importance, ne serait-ce que pour des raisons démographiques, et ça ne va pas s'arrêter vu la composition démographique de notre pays et de nos pays européens. Donc l'idée que nous avons, c'est nous avons transformé un institut qui s'appelait l'Institut du bien vieillir, qui était un institut de recherche fondamentale, appliquée, sociétale, médicale, sociologique, en une fondation qui s'appelle donc la Fondation du bien vieillir Corian, pour inviter en fait nos partenaires, nos parties prenantes, ça a été dit auparavant, à réfléchir à ce débat sur la place de l'âge, sur la place des seniors, sur la place des aînés dans nos sociétés et ce que nous voulons collectivement en faire. Parce que en tant qu'opérateur de ce secteur, nous avons bien sûr, ça a été dit, à faire notre métier, et c'est d'abord la première responsabilité vis-à-vis de nos clients, c'est-à-dire de bien délivrer le service attendu, mais au-delà de cela, nous voyons bien que ce débat prend une importance de plus en plus forte dans notre société. Et notre fondation va servir de fer de lance, d'aiguillon à cette réflexion. Je donnerai juste un exemple qui est des études sociétales ou sociologiques que nous menons avec l'Ipsos, par exemple, pour qualifier cette notion de vieillissement, ou encore des études médicales très poussées avec nos médecins et le monde académique sur, par exemple, ce qu'on appelle dans le jargon les thérapies non médicamenteuses qui permettent de prendre en charge des démences ou des maladies neurodégénératives avec d'autres approches que la seule approche médicamenteuse. Bernadette Moreau, je vous invite à répondre. Oui, alors nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a créé la Fondation en février 2011, donc on a un peu plus de recul. Et pourquoi on a voulu créer cette fondation? Je l'ai dit tout à l'heure, on a eu des accidents dramatiques. Et en fait, ce dont on se rendait compte, c'est que en tant qu'opérateur d'autoroute, exploitant d'autoroute, on avait tout à fait la maîtrise de l'infrastructure, la maîtrise de l'exploitation de l'autoroute. En revanche, on a très peu de moyens de faire évoluer les comportements des conducteurs. Et on s'est dit que sur ce sujet-là, il y avait vraiment un manque, que ce n'était pas le rôle direct de l'entreprise de travailler sur ces aspects-là, mais par contre, qu'il y avait vraiment des choses à faire en termes d'amélioration des connaissances, je l'ai dit, donc un financement de la recherche, et c'est une part très très importante de notre activité. En termes de faire savoir, de sensibilisation, là aussi, il y avait d'autres acteurs qui existaient, mais on avait le sentiment que des sujets comme la somnolence, l'inattention au volant n'étaient pas suffisamment... on n'évoquait pas assez ces sujets-là et qu'on pouvait le faire. Et puis, troisième aspect, on s'est dit aussi qu'un acteur comme Vinci Autoroute pouvait mettre des moyens pour partager cette volonté de faire changer les choses et d'améliorer la conduite et le comportement en général avec d'autres acteurs de la sécurité qui sont des associations. Et là, on apporte des moyens financiers, de la logistique. Marie-Aimée Bigrifour. Je vous ai pas dit que
L'objet de la fondation d'entreprise BIC, c'était l'éducation. C'est une fondation d'entreprise pour l'éducation. L'éducation, c'est un thème extrêmement vaste. Oui. Et nous avons retenu parmi ces thèmes 3, on va dire, sous-thèmes. Le premier, c'est la lutte contre le décrochage scolaire. Le deuxième thème, c'est l'accès à l'éducation des filles et des femmes. Le même accès, en tout cas, favoriser le même accès à l'éducation des filles et des femmes que celle des jeunes hommes et des hommes. À l'international, hein, notamment. Oui, oui. Le terrain de jeu de la Fondation, c'est le monde entier. Oui. Et troisième thème, c'est l'éducation à l'environnement. Si je reviens à ces thèmes-là, et pour rebondir un petit peu sur ce qui s'est dit, il y a une chose qui nous préoccupe, c'est que dans certains pays, on écrit de moins en moins. Alors, vous allez me dire, c'est normal que BIC, qui vend des instruments à écrire, se préoccupe de ce sujet. Néanmoins, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés à la conclusion que quand on ne sait pas écrire, on ne sait pas réfléchir. Donc, si on ne sait pas réfléchir, l'éducation n'est pas tout à fait la même. Donc nous commençons à travailler sur ce thème-là pour démontrer combien l'écriture manuscrite est fondamentale dans l'éducation. Et c'était rappelé dans divers débats d'ailleurs aujourd'hui, le sujet est évidemment passionnant. On va aller un peu plus loin et, avec vos questions bien sûr, et puis tout le monde pourra répondre. Autre question des étudiantes. Bonjour, je vous invite à vous lever également. Bonjour. Ça fonctionne. Non, ça fonctionne, vous le posez sur le Bonjour menton à et tous. ça fonctionne. Alexandra. Du coup, donc, on parlait également des moyens d'action, également des fondations. Est-ce que vous pourriez expliciter un petit peu plus les relations qu'entretiennent vos fondations avec les entreprises qui les ont créées, donc tout récemment? Est-ce que c'est uniquement une relation en termes de financement? Est-ce que justement avec le mécénat de compétences, comment ça s'organise aussi avec l'entreprise? Quelles sont véritablement en fait les relations entre ce secteur plutôt du mécénat, de la philanthropie, et le secteur plutôt commercial des entreprises? Il y a une question de liberté, finalement, entre les deux dans sa question. C'est est-ce qu'une fondation est libre, totalement indépendante? Comment ça fonctionne? Comment vous pouvez répondre précisément, Marianne Echette? Moi, je pense que la fondation ne doit pas être prisonnière de la stratégie de l'entreprise, hein, à sa propre stratégie. Alors bien entendu, elle participe de l'identité de l'entreprise. Hein, c'est bien l'entreprise qui l'a créée. Alors en fait, il faut essayer de trouver le bon équilibre en fait entre une aspiration à être intégré à la stratégie de l'entreprise, à la stratégie RSE, plus précisément, et puis l'aspiration à être autonome, parce qu'il faut cet espace de liberté. Hein. Une fondation, si vous voulez, doit avoir une certaine autonomie pour pouvoir agir, et elle est aussi dans un temps long, qui n'est pas celui de l'entreprise. Donc ça, c'est très important de lui permettre de disposer de cela, et c'est en général le cas, en tout cas à la fondation SNCF. Et donc pour mettre en place, alors bien sûr, il ne peut pas y avoir d'incohérence avec la stratégie et les valeurs de l'entreprise, ça va de soi. Pour mettre en place cette stratégie, on a en général un conseil d'administration. Et je pense que c'est important de le dire, parce que ce conseil d'administration, il y a certains administrateurs d'ailleurs dans la salle, et je les remercie d'être là. En fait, ils représentent à la fois la direction de l'entreprise, les représentants du personnel, les syndicats, et puis des personnalités qu'on appelle qualifiées, c'est le terme consacré. Et ce sont des personnalités de la société civile, on en parle beaucoup aujourd'hui. Et ça, c'est important parce que ça nous challenge. Ce sont des gens qui viennent de tous les univers, hein, de l'art, d'une autre entreprise, d'institutions, voilà, de la presse également. Voilà. Et ça, c'est important d'avoir cette diversité dans le conseil d'administration pour pouvoir voilà, être bousculé, challengé. Un des administrateurs utilise ce terme fragmenté. Voilà, avoir une pensée qui est fragmentée par ses apports. Donc ça me semble très très important. Ça nous remet en cause en permanence et c'est une construction permanente. Voilà. Et alors, j'aime bien utiliser peut-être ça dépend des fondations. En fait, il faut choisir soit entre le cordon ombilical, qui n'est pas coupé, soit le Wi-Fi peut-être. Alors, il y a quand même le même émetteur qui est l'entreprise et puis on est plus ou moins autonome, sachant qu'on n'est jamais indépendant, mais on est plus ou moins autonome. Rémi Boyer, je vous ai vu réagir. Oui, parce que je souscris complètement à ce que Marianne Echette vient de dire. Pour moi, la fondation, c'est un prolongement de l'entreprise, mais sur d'autres champs.
L'entreprise, encore une fois, elle a à faire son job, c'est-à-dire à délivrer le service pour lequel des clients payent et au niveau de qualité attendu. Ça, c'est son métier. Ensuite, elle a une raison sociale, elle s'inscrit dans une société. On dit souvent, chez nous, Korian est une entreprise d'intérêt social par son propre métier, mais ça nous dépasse. C'est-à-dire qu'on est dans un débat plus large. On a choisi pour la Fondation le thème de l'inclusion, parce qu'on constate en fait en pratiquant nos métiers que le monde des aînés est de plus en plus coupé, comme s'il y avait un monde des seniors et puis le reste. Et vous savez très bien que dès qu'on passe la barre fatidique des 50 ans, ce qui m'est arrivé il y a peu de temps, on bascule très rapidement dans le monde des vieux. Donc c'est cette coupure qu'on souhaite progressivement effacer, non pas parce qu'elle n'existe pas, le vieillissement est un fait, mais en revanche l'intergénérationnel, comme disait Serge tout à l'heure, le fait de prolonger notre action vers la société et comment, encore une fois, bien traiter cette question des seniors est importante. Et puis je terminerai par un mot sur notre comité scientifique, dont l'éminent président du comité se trouve à ma gauche. On a donc un panel de personnalités diversifiées qui sont des médecins, des gériatres, des sociologues, des prospectivistes, des journalistes, des gens qui réfléchissent à cette question et qui orientent en fait nos travaux par une vue un peu décalée, un peu neutre sur la Fondation. Si je n'ai pas d'autres réactions et des questions, et puis vous pourrez de toute façon compléter à chaque fois. Autre question dans notre panel. Bonjour. Bonjour. Ça fonctionne, ne vous inquiétez pas. Ça fonctionne. Je m'appelle Alice. On a beaucoup parlé des valeurs et je pense que sur ces questions-là, on s'accorde assez, vous comme nous. Parlez bien dans le micro. Merci. Moi, j'aurais une question très pragmatique, très prosaïque sur les budgets des fondations, parce que je pense que certaines entreprises peuvent se permettre d'en avoir une, d'autres peut-être que non. Et j'aurais aimé savoir comment on détermine un tel budget au sein d'une entreprise, selon quels critères et quelle marge de manœuvre vous avez. Voilà. Déjà, à la sortie, on demandera à chacun de contribuer, s'il vous plaît, aux fondations des uns et des autres. Marie-Aimée Bic-Dufour, le budget, c'est quoi? Représente quoi? Racontez-nous. Ou le choix? Oui, j'aime beaucoup votre question parce que je pense d'abord, première chose, qu'on ne mesure pas le succès d'une fondation à l'importance de son budget. Oui. C'est deux choses totalement distinctes. Mais indépendamment de ça, pour qu'il y ait un budget, il faut que l'entreprise ait des résultats et des profits. Parce que sans ça, s'il n'y a pas de profit, s'il n'y a pas de résultats, il n'y a pas de budget. Voilà. Alors nous, en ce qui nous concerne, on a fait un petit peu de benchmark, pour employer un terme moderne. On a regardé un petit peu sur ce que faisaient d'autres entreprises, d'autres fondations. Et puis après, on a fait aussi une péréquation par rapport aux actions qu'on faisait déjà dans l'entreprise depuis de nombreuses années, notamment sur l'éducation, comme je l'ai dit tout à l'heure, par des dons financiers et des dons de produits. Et puis après, on a fixé, le conseil d'administration de Société BIC a fixé un budget sur 5 ans. Que vous souhaitez dévoiler ici? Moi, je pense qu'il n'y a pas de, oui, il n'y a pas de secret. C'est 2 500 000 sur 5 ans, donc 500 000 euros par an. Mais c'est très, très largement en deçà de ce qu'on fait par ailleurs au sein de l'entreprise. Et je voudrais dire aussi, j'en profite pour dire que pour moi, la fondation est totalement différente, distincte de l'entreprise elle-même et de des actions de l'entreprise. La fondation, elle a un but essentiellement philanthropique. Voilà. Donc on pourra revenir dessus parce que je pense que c'est quelque chose de fondamental et il faut bien faire la part des choses. Je ne suis pas sûre que ça soit d'ailleurs le meilleur vecteur et le seul, en tout cas, axe de l'entreprise, d'action de l'entreprise. Ce n'est pas nécessairement le plus efficace, mais en tout cas, celui-là, la philanthropie, c'est la philanthropie, c'est-à-dire qu'on ne mélange pas les causes marketing, les dons de produits. Et c'est bien de le rappeler ici. Serge Guérin, je vous ai vu réagir, et Marianne Echette ensuite. Oui, je crois que c'est derrière la question du budget, qui est une question centrale, puisqu'après tout, c'est très, très concret. Finalement, c'est la question du retour sur investissement. Alors, je crois que dans le milieu, jeunes filles qui sont dans l'école de commerce et tout, je crois qu'on dit ROI, ça, mais c'est un sort du retour social de l'investissement. Et en fin de compte, ce qu'il y a derrière aussi, les fondations, les entreprises, on est en train de comprendre, avec retard dans ce pays France qui a une culture très très centralisée, c'est qu'il n'y a pas un seul décideur, il n'y a pas un seul acteur de la solidarité, de la cohésion, de l'évolution, de l'innovation, ainsi de suite. Il y a celui-là qui s'appelle l'État, qui s'appelle les institutions, et on en a besoin. Et c'est bien aussi pour donner une vision, enfin quand l'État en a une, ce qui n'est pas toujours le cas, mais ça c'est un autre sujet.
Mais en tout cas, il y a plein d'autres acteurs. Et les fondations participent de ce vaste mouvement où dans une société, dans une situation qui est complexe, qui est difficile, qui est délicate, on parlait tout à l'heure par exemple de l'importance de l'écriture. Il n'y a pas besoin d'aller très très loin pour l'importance de l'écriture. En France, il y a des quartiers où il y a des femmes qui ne peuvent plus apprendre à écrire. Donc il faut aussi regarder tout près de chez nous. Bien sûr. Mais c'est un enjeu absolument majeur. On ne crée pas une cohésion si un Français sur 5 est en difficulté avec l'écrit, par exemple. Donc on voit bien et pour ça, il y a l'école, bien sûr, mais on voit bien que ça ne suffit pas. Donc il y a besoin d'autres acteurs. Et donc derrière ça, derrière le budget, derrière cette question-là, c'est aussi la rentabilité sociale de cet investissement. Et comment d'ailleurs on le mesure et comment on en fait le bilan. Et donc derrière, c'est au-delà de l'expérimentation, c'est comment on est capable d'en tirer les conclusions en disant ça marche. Ça marche moins, ça dans telle situation, ça marche moins, ainsi de suite. Donc on est aussi dans un moment très particulier où la société, elle ne bougera pas que par le haut, elle bougera aussi par tous ces exemples, ceux-là, et puis plein d'autres encore. Marianne, un mot là-dessus, parce que Marie-Aimée a dit quelque chose de très important. C'est pas le budget qui fait aussi l'importance de la fondation, c'est non seulement ce que l'on fait, mais il y a aussi toute l'évaluation du temps offert dans les compétences, du matériel. Marie-Aimée, au-delà des 2,5 millions dont vous nous parlez, il y a évidemment le temps que donnent les collaborateurs, il y a le matériel, et puis il y a toute la chaîne. Donc, ça aussi, c'est important, et c'est une valeur inestimable. Absolument. Moi, j'ai envie quand même de répondre, si vous voulez bien, à la question de la demoiselle. En fait, je pense que tout individu et toute entreprise en France, la plus petite soit-elle, peut faire du mécénat. Alors, je distinguerais mécénat et fondation. Fondation, c'est une structure juridique pour faire du mécénat. Peu importe, oui. D'accord ? Donc voilà, il n'y aura jamais 3 millions de fondations, mais il peut y avoir 3 millions d'entreprises, ou bien plus, qui font du mécénat. C'est tout à fait possible. Et je connais moi-même des TPE, enfin, je reprends ma casquette amicale, où vraiment on est allé dans les régions essayer de convaincre chacune des petites entreprises de 2, de 3 personnes. Elles peuvent faire du mécénat en donnant 100 €, 200 €, 500 €. C'est du mécénat. Bien sûr. Il n'y a pas besoin d'avoir des budgets de 5 millions d'euros, comme la Fondation SNCF, qui d'ailleurs a progressé dans son budget. Quand je suis arrivée, on était à 2 millions, puis 3 millions, puis 5 millions. Peut-être s'arrêter là un certain temps, mais 5 millions par an pour 5 ans, donc bien 25 sûr. Millions sur 5 ans. Voilà. Donc c'est simplement important de dire, c'est vraiment important de dire que chacun de nous est en capacité de donner. Oui. Voilà. Et on le fait d'ailleurs individuellement également. Après, au-delà du soutien financier, il y a en effet du mécénat en nature, des produits, et puis surtout le mécénat de compétences dont on pourra reparler. Notre conférence pourrait très bien s'appeler le mécénat, vecteur de transmission des valeurs de l'entreprise, parce qu'en effet, on parle là de structure juridique, mais il y a d'abord ce que ça transporte, c'est le mécénat. Je me permets une parenthèse, mais qui est intéressante, je l'espère en tout cas pour tout le monde ici. Quand on parle de l'ADMICAL, ADMICAL, c'est vraiment un centre de ressources juste dingue pour connaître la majorité des fondations en France. Donc si vous avez besoin un jour de chercher, de même les chercher, les rencontrer par thématique, vous cherchez ADMICAL, ADMICAL, et vous avez toutes les infos. Il y a même un annuaire chaque année des fondations, il y a des formations, il y a des conférences. Donc je vous le dis juste parce qu'on parle là de mécénat, mais c'est utile parfois aussi d'avoir des outils. Il me semble que l'ADMICAL est celui qui recense tout, au-delà évidemment de la Fondation de France, bien sûr, et de l'Institut, enfin plein, mais en tout cas c'est intéressant de se le dire. Rémi ? Pour répondre à la question en un mot, donc le budget de la Fondation Corian est en construction parce qu'elle est toute récente, mais on ne devrait pas être très loin de la Fondation BIC. Et principalement, les 4 axes de travail, c'est donc l'inclusion est le thème principal. On va surtout financer des études via des instituts ou des partenariats académiques avec 4 sujets d'études. Le premier, c'est l'inclusion par l'utilité. Oui. Donc l'utilité sociale des aînés. Le deuxième, c'est l'inclusion par l'autonomie, c'est-à-dire travailler sur l'autonomie de l'individu pour qu'il puisse vieillir le mieux possible, le plus longtemps possible. Le troisième axe d'étude, c'est l'inclusion par le sport, comme autre axe de maintien de l'autonomie. Et puis le dernier axe qui est plus tourné vers le mécénat de compétences, c'est l'axe de l'inclusion par la solidarité, c'est-à-dire comment nos propres salariés vont pouvoir s'impliquer dans des actions de mécénat à l'extérieur de l'entreprise. Merci beaucoup. Bernadette, le budget et cette question financière qui vous était posée. Oui, alors bien sûr, moi je souscris à tout ce qui a été dit. C'est vrai que ce n'est pas forcément la somme, le budget de la Fondation qui fait sa valeur, bien loin sûr. De là. Pour la Fondation Vinci Autoroute, on a un budget de 2 millions d'euros par an. Mais ce que je pense important en termes d'efficacité, enfin...
de nos actions, c'est bien sûr qu'avoir un budget conséquent, ça aide à mettre en place des actions importantes. Ce qui me paraît quand même indispensable après, c'est de savoir s'entourer de partenaires avec qui on va pouvoir démultiplier l'efficacité de nos actions. On n'est pas seulement un distributeur d'argent, ça n'a pas d'intérêt. Ça serait probablement pas très efficace, alors que ce qui est important, c'est d'aller trouver les bons interlocuteurs avec qui on va pouvoir faire fructifier les actions qu'on va mener et on va pouvoir les cibler de façon intelligente. Et ça, je pense que c'est une dimension extrêmement importante. L'argent ne suffit pas, loin de là. Et vous n'êtes jamais seul, en effet, sur ces initiatives. Autre question des étudiantes. Oui, donc j'ai une question pour Serge Guérin, en tant que sociologue et pas seulement en tant que membre du CA de la Fondation Corian. Vous avez certes parlé du retour sur investissement social en quelque sorte, mais finalement derrière tout ça, il y a la notion de don. Est-ce que vous y croyez au don en entreprise, à la philanthropie en entreprise? Attendez, je vais la pousser jusqu'au bout. Pourquoi est-ce qu'il n'y croirait pas? Et comme ça, je veux la question, voilà. Et pourquoi est-ce qu'il n'y croirait pas, selon vous, sur la question du don? Qu'est-ce qui pousse cette question-là? Parce qu'on pourrait penser que c'est surtout des aspects de communication pour une fondation, notamment. Merci. Serge. Très bonne question. Déjà, croire est un sujet. Voilà. Alors, commencez pas. Voilà, non mais... voilà. On va essayer dans le race... Mais il faut de la conviction aussi, évidemment. Alors, déjà, moi, ce auquel je crois le plus, c'est qu'une société, ça ne marche pas s'il n'y a pas du don. Ça ne marche pas. Nous ne sommes pas nés simplement dans une logique... Alors, on peut être en désaccord total avec ça, bien sûr, et il y a même un conflit intellectuel, idéologique très fort autour de ça. Je schématise bien sûr, mais il y a deux visions du monde. Où la vision c'est nous sommes là pour maximiser notre intérêt personnel, et donc globalement chacun essaie avec ce qu'il a de faire le plus de fric possible, je la fais courte, et je suis plutôt en opposition avec les autres, et que pas nécessairement le meilleur, mais que le plus fort gagne. C'est une vision de la société qui a fait ses preuves, hein. Ou bien il y a une vision plutôt la mienne, qui est une vision d'interdépendance. C'est-à-dire que, d'abord, on a tous besoin des uns des autres. Même, je prends souvent l'exemple de Teddy Riner, parce qu'on est assez différents. Le type, il doit faire 2,50 m, enfin voilà. La même coiffure, en tout cas. Oui, c'est ça, on a quelques liens, mais enfin bon, voilà. Mais même lui, il le dit, je lisais l'interview il n'y a pas longtemps, depuis qu'il a 14 ans et demi, il est suivi par une psychologue. C'est-à-dire qu'il est suivi par quelqu'un qui est sans doute beaucoup moins forte que lui physiquement, mais qui lui apporte autre chose. Et même lui, tout extraordinaire qu'il est, il a besoin de gens autres pour certaines de ses fragilités. On est tous en interdépendance. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, une société, elle marche parce qu'à certains moments, on donne. Si on n'est que dans l'achat-vente, ça ne marche pas. Y compris dans une entreprise. Parfois, je fais quelque chose en plus, je donne quelque chose parce que ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Vous savez, le bénévolat, on a parlé des 14 millions de bénévoles. Les bénévoles, ils le font. Alors, il y a un très très grand sociologue qui s'appelait Marcel Mauss qui disait donner, recevoir, rendre. Ça marche, je donne, pas contre de l'argent, mais contre quelque chose qui est de l'ordre du symbolique. Mais ce symbolique, il est essentiel. C'est le sourire, c'est le regard, que sais-je encore, c'est le remerciement. Et on en a tous besoin. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui en ont sans doute moins besoin que d'autres. On peut être très très cynique et on n'a pas en avoir besoin. Mais globalement, une société ne peut pas avancer si elle ne valorise pas cette notion de don. Et l'entreprise est une micro-société, mais c'est bien une société. Donc même dans l'entreprise, où les gens sont là, évidemment, aussi les dirigeants pour que l'entreprise marche, et tout le monde pour, à la fin, avoir aussi un salaire. Bien sûr qu'il y a ça. Mais au-delà de ça, je le fais aussi, on l'a dit, plusieurs personnes l'ont dit, sur la notion du sens. Il faut aussi que je trouve un sens à ce que je fais. C'est quand même un certain nombre d'heures dans ma journée. Si je ne trouve pas ce sens, et d'ailleurs, souvent, c'est une des violences les plus fortes pour les gens, c'est de se dire, mais en fait, je sers à quoi ? Je suis un numéro, je suis anonyme, finalement, je ne serais pas là, ça serait pareil. Il y a des gens, moi je dirige un master qui forme des directeurs des établissements de santé, j'ai des personnes qui viennent sur le tard, 40, 45 ans, 50 ans, 55 ans, qui disent, en fait, ce que je fais jusqu'à présent, j'ai l'impression que ça ne sert à rien. J'ai besoin de sens. Donc le don, oui, il y en a. Et je prendrai juste un exemple parmi plein d'autres. Regardez la notion de don de RTT qui s'est développée dans quelques entreprises autour d'un salarié qui aide parce qu'il a un enfant qui est en situation de handicap, parce qu'il a un parent qui est touché par une maladie liée au grand âge, et qui va accompagner ces personnes. Et des salariés autour se sont dit, mais notre ami, là, notre collègue, il a besoin de jours, nous on en a quand même pas mal, on lui en donne. C'est né de gens
Il n'y a pas eu de loi, il n'y a rien eu. Et après, il y a une loi. Ce qui me permet aussi d'avoir quelque chose d'assez optimiste, d'assez positif, de se dire les gens sont en effet pas mus seulement par leur intérêt personnel et que parfois, en effet, la société bouge par le bas, elle ne bouge pas par le haut. Marie-Aimée Bic-Dufour. Bien évidemment, j'allais dire, je ne suis pas en opposition avec ce que vous venez de dire, ce d'autant plus que je suis à l'origine de la création de la fondation de l'entreprise BIC. Mais je me suis longtemps posé la question et je me la pose toujours. Comment l'entreprise est-elle la plus efficace possible? Si je vois l'histoire de BIC, quand en 1960, mon père a lancé le fameux BIC Cristal en Afrique, en nouant des partenariats de fabrication avec des Africains, il a réussi à mettre ce produit de très bonne qualité, personne ne le contestera, à un prix tout à fait accessible entre les mains de millions de gens en Afrique. En Afrique, BIC est le symbole de la réussite sociale. Donc ça veut dire aussi que l'impact sur les populations avec ce produit-là, il a été beaucoup, beaucoup plus fort que tout ce que je pourrais faire avec la fondation d'entreprise BIC. Donc aujourd'hui, moi je me dis, la fondation d'entreprise, c'est très bien, mais il faut s'occuper de ce qu'on appelle en anglais le BOP, le bottom of the pyramid, c'est-à-dire de ce que font très très peu les entreprises occidentales, c'est-à-dire qu'il faut regarder les milliards de personnes qui n'ont pas accès aujourd'hui aux produits que vous trouvez tous les jours. Et les produits BIC en font partie. On s'aperçoit quoi? Que plus on descend dans la pyramide, plus les gens ont besoin de produits de qualité. Plus ils ont besoin de produits accessibles. Et nous, BIC, on a commencé à mesurer comment et jusqu'où on descendait dans la pyramide. Et c'est intéressant de noter que, par exemple, le briquet, il est utilisé par des gens qui ont très, 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 très peu de moyens. Voilà. Donc, quand on parle de l'impact de l'entreprise, je me dis, oui, c'est bien d'avoir une fondation, mais le mieux, c'est encore plus intéressant de fabriquer et de réussir à commercialiser des produits pour les milliards de gens qui en ont besoin. Et qui ont une utilité. Merci beaucoup. Est-ce que je peux juste Serge, me permettre un tout petit élément, parce qu'on est sur quelque chose, on est sur la transmission. On a parlé de l'écriture, qui est en effet l'objet essentiel pour transmettre. Et donc c'est derrière le stylo BIC, il y a le sens de mon stylo. Qu'est-ce que je fais de ce stylo? Et c'est là où, d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est une entreprise privée qui n'était pas sponsorisée par l'État ou que sais-je encore. C'était pas une association, c'était pas des 12 humanistes. C'est quelqu'un qui dit, à un moment donné, pour développer mon entreprise, voilà ce que je veux faire. Mais derrière ça, il y a le sens du stylo. Alors, avec un stylo, on peut écrire des saloperies. Comme il y a des livres, voilà. Mais aussi, l'idée derrière, c'est si le stylo se développe, c'est parce que j'écris, je transmets quelque chose à quelqu'un d'autre qui va poursuivre. Et donc derrière, en effet, ce que vous disiez, derrière le stylo, il faut apprendre à écrire. Il faut avoir le goût de l'écriture. Et une fois qu'il y a tout ça, on crée un système vertueux et on change en effet le monde. D'un stylo, d'une action qui est faite pour faire de l'argent, on peut aussi changer le monde. Et donc il y a bien un don quelque part. Donc en fin de compte, l'un ne s'oppose pas à l'autre, mais l'argent sans le don, à mon sens, ne peut pas fonctionner. Et finalement, BIC, ce que je n'avais pas réfléchi avant, vous en êtes une preuve vivante. C'est intéressant quand même. Et merci de nous l'avoir rappelé, évidemment. On va laisser la parole à la salle. Les étudiantes, bien sûr, vous reprenez la parole quand vous voulez. Mais qui souhaite poser une question? Alors, vous savez quoi? Vous allez prêter votre micro à monsieur derrière et puis ensuite à mesdames. Et puis, on va porter le micro à une autre main qui était levée là-haut. Qui levait la main là-haut? Je ne sais pas qui. Allez-y, prenez le micro. Quel micro? Monsieur, bonjour. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Oui. Et à vous présenter, sauf si vous avez un truc à vous reprocher. C'est vous qui jugerez. Alain Grancher-Cabane, je suis cofondateur d'Aide-Mical que vous évoquez. J'ai d'ailleurs été président pendant quelques courtes années. Alors, ma question s'adresse principalement aux 4 représentants des fondations. Pardon, monsieur le professeur. J'aimerais qu'on revienne, si ça ne vous ennuie pas, au thème exact, les fondations comme vecteur de transmission des valeurs de l'entreprise. J'aimerais que chacun des 4 intervenants nous donne un exemple concret d'une valeur de l'entreprise et de la fondation qui est à ses côtés, qu'ils transmettent volontiers, et surtout par quels moyens, par quelle procédure, par quelle technique. En fait, donnez-nous un exemple concret dans vos relations de mécénat. Quelles valeurs transmettez-vous et comment? Merci. On a déjà eu des éléments de réponse, mais allez plus loin peut-être pour répondre à monsieur. Marianne.
j'avais envie de reprendre l'exemple de l'engagement. Cette valeur, qui est vraiment une valeur cheville au corps de SNCF, hein, on connaît cet engagement tous les jours, puisque SNCF transporte 15 millions de voyageurs par jour, et donc évidemment tout le monde est sur le pont en permanence. Et donc ce qui est intéressant avec la Fondation, c'est peut-être de faire ce continuum entre l'engagement professionnel et l'engagement dans la cité. Hein. Et donc l'exemple, le moyen, notre moyen à nous, c'est l'engagement des collaborateurs. Hein. C'est ça l'exemple. Hein, c'est ce mécénat de compétences qui permet à chacun d'eux de prolonger. Hein, et donnez un exemple justement de concrètement ce qu'ils font. Vous avez des exemples fantastiques. Concrètement, sur le parrainage, des missions d'expertise, des missions de parrainage. Les missions d'expertise, ce sont par exemple des missions métiers. Hein. Souvent, les associations ont besoin de compétences support. La communication, le juridique, la comptabilité, etc. L'informatique, voilà. L'informatique, et donc les salariés, mais aussi des électriciens. On a Bien 150 sûr. métiers chez nous, donc voilà, on peut tout faire à la SNCF. Et donc, voilà, ils viennent mettre à disposition leurs compétences dans des missions qu'ont formalisées les associations. Et je vous dis, c'est pas une mince affaire pour la Fondation que d'aller trouver les associations, d'identifier les besoins, de les formaliser, et puis de trouver en face le salarié qui va remplir la mission un temps donné sur un territoire donné, puisqu'on couvre toute la France. Hein. Donc voilà, c'est un vrai travail de dentelle, mais voilà, ça nous passionne et c'est vraiment important d'être là pour ça. Donc voilà, c'est par exemple ça, c'est aussi des missions de parrainage, oui. Et c'est vrai que le parrainage, l'accompagnement, le coaching, enfin voilà, on peut y mettre tout ce qu'on veut, est très important aussi. Et au fond, 60% des salariés aujourd'hui préfèrent ce type de mission que la mission de métier. Hein, voilà, ils font leur métier tous les jours, ils ont juste envie de faire autre chose. Et en fait, ils se sentent vraiment... Enfin, il y a vraiment deux aspects, être utile et se sentir utile. Il y a vraiment les deux. On est utile pour le jeune ou le moins jeune qu'on accompagne, et on se sent également utile pour soi-même. Hein. Donc ça, c'est important. Donc le parrainage, c'est le fait d'accompagner un jeune qui veut rentrer, un jeune issu des milieux populaires, parce que nos publics sont essentiellement les publics fragiles et les publics issus des quartiers, et donc, ou des zones rurales d'ailleurs. Hein. Et donc l'important, c'est de pouvoir donc les accompagner dans leur orientation professionnelle, dans la recherche d'une école, dans leur confiance en soi, etc., etc. Voilà comment on y va. Elle va détester que je le dise, mais j'ai le bonheur, mon métier c'est juste d'être animateur et journaliste, mais d'animer un jour les trophées de la Fondation pour Marianne. Et c'est toujours un bonheur de voir non seulement le bonheur des salariés voilà, et les associations qu'ils accompagnent. Il y a beaucoup de choses, notamment autour de l'illettrisme aussi. Il y avait des gens qui étaient engagés dans le handicap, des gens dans les quartiers. C'est toujours en effet très touchant et c'est en effet très très concret. Et c'est ce que l'on attend évidemment. Rémi. Alors, c'est vraiment une excellente question parce que c'est au cœur de notre raison sociale. Que nous, on a 4 valeurs dans le groupe Korian qu'on a choisi suite à un long processus de maturation interne qui lui-même faisait suite à la fusion entre Korian et Medica. Donc, je vous passe tous ces détails, mais il y a 4 valeurs. La première, c'est la bienveillance, parce que c'est au cœur de notre acte quotidien vis-à-vis de nos patients. Le deuxième, c'est la responsabilité. La troisième, c'est l'initiative. Et la quatrième, c'est la transparence. Donc, si je dois répondre précisément à votre question, quel est le lien entre ces 4 valeurs et la Fondation? J'ai envie de sélectionner un mot, de manière arbitraire, qui est la responsabilité. Parce que nous avons une responsabilité, on le voit bien dans le débat public de plus en plus, vis-à-vis, bien sûr, de nos clients, patients, résidents, mais aussi de leurs familles. Et de plus en plus d'un entourage assez large, des parties prenantes qui regardent le secteur du vieillissement de plus en plus de manière étroite, parfois un peu critique, mais qui nous fait progresser. Donc la responsabilité, c'est, je pense, la valeur la plus forte en lien avec la Fondation, qui elle-même tente de réfléchir sur c'est quoi le statut du vieillissement dans notre société, comment on peut aider. Et pour finir de manière très concrète, j'ai cité tout à l'heure l'exemple des thérapies non médicamenteuses. Korian a été un des premiers groupes dans son secteur à inventer un certain nombre d'outils. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais comme le chariot Flash, qui est un chariot qui mise sur tout ce qui est non médicamenteux pour aider la personne, notamment les atteintes de la maladie d'Alzheimer, à apprendre à gérer cette maladie avec son entourage. Bon, il y aura plein d'autres exemples à donner, mais vous voyez, c'est faire le lien entre cette responsabilité collective et ce que la Fondation va pouvoir apporter comme études scientifiques, sociologiques, médicales, et puis, bon, peut-être pour finir par... L'idéal, ce serait que tous les salariés du groupe Korian, des 47 000 salariés en Europe, portent ces valeurs, et notamment la responsabilité, comme étant une sorte de prolongement, comme je l'ai dit, de la Fondation. Marie-Aimée, pour répondre à monsieur. Oui, alors nous, l'entreprise BIC a 5 valeurs, dont la responsabilité. Elle a également l'éthique, l'esprit d'équipe,
la simplicité et l'ingéniosité. Et il se trouve qu'au sein de notre conseil d'administration de la Fondation d'entreprise BIC, nous avons Runa Khan qui nous a expliqué, démontré combien l'éthique était quelque chose de fondamental dans les projets et combien, grâce à l'éthique, on avait un effet de levier. Donc, ce que nous voulons faire, très directement, très simplement, c'est justement d'intégrer cette problématique éthique dans tous nos projets de la Fondation pour avoir l'effet de levier maximum dont nous parle Runa Khan. Bernadette, votre regard. Alors, chez Vinci Autoroute, on a bien sûr une valeur extrêmement importante qui est celle de la sécurité, je l'ai dit à plusieurs reprises, et ça se traduit bien sûr par des engagements des collaborateurs qui sont un peu du même registre que ceux que Marianne a développés, donc je ne vais peut-être pas donner cet exemple-là. Ce que je vais donner comme autre exemple, c'est l'engagement de certains salariés auprès d'étudiants qui sont au sein d'une association qui s'appelle Enactus. Je ne sais pas si probablement certains des étudiants la connaissent. Et donc la Fondation Vinci Autoroute est partenaire d'Enactus depuis sa création. Et donc Enactus, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association d'étudiants qui promeut l'entrepreneuriat social de la part des étudiants qui doivent donc mettre en œuvre des projets d'entrepreneuriat. Les collaborateurs de Vinci Autoroute participent à ces actions en soutenant, en étant tuteurs de ces étudiants et en les aidant à mener à bien leurs projets sur des problématiques d'accès à la mobilité et de sécurité. Merci beaucoup. Madame, bonjour, vous avez le micro. Et puis on va faire circuler le micro à une deuxième personne devant vous. Madame, bonjour. Bonjour, donc Isabelle. Le micro va fonctionner, posez-le sur le menton que l'on vous entende bien. Bonjour, donc une question qui s'adresse à tout le monde en fait, c'est il y a des fondations qui portent le nom de fondateurs et il y a des fondations d'entreprises. Et ma question est-ce qu'il y a une différence de nature dans les missions et dans les valeurs transmises? Est-ce qu'il y a, des territoires différents? Marianne, quand vous étiez à l'ADMICAL, vous avez connu ces fondations, notamment des fondations sous égide de l'Institut de France ou de la Fondation de France, qui portent le nom de grands mécènes, en fait, qui ont décidé de léguer leur fortune et pour l'offrir, évidemment, à travers des actions. Je me permets de donner un exemple, parce qu'il était présent et j'ai eu le plaisir d'avoir une table ronde. C'est Odon Vallée, par exemple, qui a la Fondation Vallée avec son frère. Ils ont décidé de léguer leur fortune, notamment pour aider des étudiants à travers le monde à accéder à des hautes études. C'est une autre démarche, évidemment. On parle aussi de valeurs, mais pas les mêmes. Oui, merci pour cette question. Elle est importante parce que moi, je me rends compte justement depuis quelques années que sur certains partenariats, la Fondation SNCF soutient 1000 projets par an. On a des correspondants dans chaque région. Voilà, c'est pas important pour nous d'être présents dans les territoires et d'être au plus près des réalités locales. C'est pourquoi il y a un certain nombre de projets d'éducation et de culture qui sont soutenus. Et on rencontre de plus en plus comme partenaires des fondations familiales. Avant, chacune était un petit peu les fondations d'entreprise d'un côté, les fondations familiales qui généralement étaient très discrètes. C'était très compliqué d'avoir un contact avec elles, celles qui étaient en particulier sous égide de l'Institut de France, un peu moins de la Fondation de France, mais néanmoins. Et donc de plus en plus on les rencontre. D'ailleurs, la Fondation SNCF, qui est adhérente d'ADMICAL, elle est aussi adhérente du Centre français des fondations. Oui. Et dans le Centre français des fondations, il y a essentiellement des fondations familiales. Et moi, j'apprends beaucoup de ces fondations. C'est réciproque, elles apprennent beaucoup de nous aussi. Elles n'ont pas de salariés, donc elles n'ont pas les mêmes dispositifs d'engagement des salariés, et pour cause, mais elles ont une beaucoup plus grande liberté que nous. Parce qu'elles n'ont pas de compte à rendre à l'entreprise. Et donc, certaines, par exemple, alors on ne sait pas toujours, c'est pas toujours clair. Bon, Fondation Bettencourt, il y en a quelques-unes qui sont très connues et on sait ce qu'elles font. D'autres ont des actions plus discrètes et, par exemple, font des actions dans les prisons. Vous voyez, il y a par exemple peu d'entreprises qui sont sur ce sujet. Il y a la Fondation M6, mais peu le sont. Donc elles osent des choses que les fondations d'entreprises ont plus de difficultés à oser. Et puis elles sont souvent plus en avance que nous parce qu'elles s'inspirent souvent des modèles anglo-saxons, pour certaines d'entre elles, et elles évaluent
plus fortement que ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Donc en tout cas, les fondations familiales, c'est vraiment aussi l'avenir du mécénat en France. Et dans ce que nous dit Marianne, vous pouvez bien sûr, Marie-Aimée, réagir si vous le souhaitez, mais dans ce que nous dit Marianne, il y a le mot discrétion. Et pour le coup, pour bien connaître ce monde-là, en effet, on ne les connaît pas parce que beaucoup de mécènes et de philanthropes sont extrêmement discrets et ne souhaitent pas étaler ni leur fortune ni ce qu'ils font. Ils font, mais ne le disent pas forcément, et c'est souvent tout à leur honneur. Marie-Aimée, c'est un peu une fondation qui porte finalement l'histoire de la famille Bic. Oui, et puis quand la fondation porte le nom de la famille, ça, j'allais dire, ça accroît la responsabilité de tous les intervenants. Mais je voulais dire que pour moi, en tout cas notre histoire a démontré que par le passé, quand BIC, BIC donnait, BIC, BICH donnait également de la même façon et le même montant souvent. Et je trouve que l'actionnaire est directement lié à l'entreprise elle-même. Et ce que je souhaite aujourd'hui, en tout cas j'œuvre auprès de l'actionnariat familial pour que les projets portés par la fondation d'entreprise BIC soient également soutenus par la famille BIC. C'est bien de le rappeler. Qui a le micro déjà? Il y a vous avez le micro là-haut déjà? Qui a le micro? Levez-vous, donnez-le là-haut et ensuite monsieur. Bonjour, levez-vous s'il vous plaît, que je puisse vous voir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sous le projecteur, pardonnez-moi. Alors, je suis membre de la fondation SNCF, administrateur, et je voulais vous remercier pour cette discussion extrêmement intéressante. Vous souhaitez donner votre nom ou pas du tout? Marie-Roger Biloa. D'accord. Allez-y. Alors, j'ai une question qui s'adresse à tous et en particulier à monsieur le sociologue. Là, nous avons affaire à des fondations d'entreprises qui sont issues d'entreprises dont l'objet social ne pose absolument aucun problème dans les services qu'ils rendent au public. Je pense à la SNCF qui est absolument indispensable. Bien sûr. C'est pas que je prêche pour ma chapelle, mais c'est pareil pour la prévention routière ou le BIC que je salue au passage. Et le rôle de BIC en Afrique a été souligné tout à l'heure et j'en suis témoin. Que faire alors des fondations qui sont issues d'entreprises plus contestables? Et par exemple, celles qui fabriquent des cigarettes ou des choses nuisibles pour la santé. Et donc on voit par exemple l'action en Afrique où d'un côté ils font la promotion de la cigarette, ils vont donner des cigarettes aux enfants à l'école pour les habituer. Et à côté... ils donnent des poumons pour changer les poumons. Voilà. Merci, Est-ce qu'on les met dans la seconde division? On a bien entendu. Qu'est-ce que vous répondez, Serge Guérin, à cela? Derrière, il y a la question sous-jacente, finalement, de la démarche sincère ou insincère et du mécénat washing, comme on pourrait avoir du greenwashing, comme on pourrait avoir bonne conscience washing. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Après tout, un vendeur de cigarettes, vous, ça vous choque, d'autres, ça ne les choque pas. Mais pour autant, on peut avoir cette question, contestable ou pas? Alors déjà, à titre personnel, il y a donc je suis président du conseil scientifique d'une fondation, je suis dans d'autres fondations, mais à titre personnel, il y a des entreprises dans lesquelles je refuserais d'être dans la fondation. Par exemple, par conviction propre. Donc il y a une éthique personnelle d'abord qui doit jouer. C'est le premier élément. Voilà. Donc ça, c'est... Deuxième élément, en effet, bien sûr que dans certains cas, la fondation a d'autres objets que simplement l'intérêt général. Dans les entreprises dont vous avez parlé, il y a un élément en effet de communication. Il y a sans doute des éléments de lobbying. Il y a des éléments même autrement pour vendre des objets qui sont négatifs. Et derrière tout ça, vous posez une question qui est extrêmement importante, qui est essentielle, qui veut dire que tout ne se vaut pas. Il faut toujours faire attention avec le relativisme. Vous savez, Léo Strauss disait si on est trop relativiste, finalement, on va dire que manger l'anthropophage, celui qui mange un autre homme, c'est juste une affaire de goût. Ben non, c'est pas une affaire de goût. Il y a des règles. Voilà, dans une société, on a besoin de règles. Il y a des choses qu'on fait et des choses qu'on ne fait pas. Et si on veut qu'une société dure soit durable, il y a aussi des interdits et qui sont absolument majeurs. D'où d'ailleurs la notion de transmission. Jusqu'où on transmet et jusqu'où on fait aussi évoluer certaines traditions. Il y a des traditions, oui, mais dans cette culture-là, on a toujours fait ça. Et oui, mais si par exemple, prenons l'excision.
on a toujours fait ça. Oui, mais si on considère par des valeurs, qui peuvent être des valeurs occidentales d'ailleurs, mais qui sont des valeurs universelles aussi, que c'est pas bien, on peut aller contre cela. Donc transmettre, ça veut dire aussi parfois discuter ce qui est transmis et interdire certaines choses par éthique, par morale, par un autre consensus. Donc bien sûr, vous avez parfaitement raison, il y a des interdits à avoir, on doit avoir chacun d'abord une morale personnelle, et peut-être même qu'on pourrait aller plus loin et se dire, est-ce que certains types d'entreprises qui ne font pas le bien, est-ce qu'elles ont le droit de faire une fondation qui ferait le bien? Je pose la question, je ne dis pas oui ou non. Hein. Marianne, une réaction rapide? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je pense qu'au fond, si on gratte un peu, on peut toujours trouver quelque chose qui ne va pas dans nos entreprises. Il y a des banques, je ne nommerai pas lesquelles, elles peuvent avoir été largement critiquées et elles font des choses extraordinaires en termes de mécénat. On prend toujours l'exemple d'une grande entreprise de pétrole. Son activité c'est le pétrole. Alors parfois il y a des catastrophes et voilà, il faut qu'elle répare. Mais elle a une très belle fondation qui fait énormément de choses. Donc quand on parle de malbouffe, alors McDonald's par exemple, j'en parle parce que McDonald's depuis 20 ans, excusez-moi, je défends ces entreprises-là aussi parce que je pense qu'on a tous besoin, et je crois qu'on ne peut pas comme ça porter des jugements aussi, excusez-moi Serge, mais on n'est pas dans l'angélisme en fait. Non, et l'un n'empêche pas l'autre, je veux dire, l'entreprise, elle fait ce qu'elle peut, elle a une responsabilité sociale, elle doit rendre des comptes, mais par ailleurs, elle peut avoir une fondation qui fait le bien aussi. Sûr. Et McDonald's, par exemple, a créé des maisons d'enfants depuis 20 ans, et de parents, proximité de parents, à proximité des hôpitaux, pour les familles qui n'ont pas les moyens d'accompagner des enfants qui sont de longue durée dans les hôpitaux. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Et je peux vous dire, pour les avoir visités, que c'est juste extraordinaire ce qu'ils font. Alors bien sûr, McDonald's vend ce qu'il vend. Bon, moi, je pense qu'il faut garder raison sur ce type de... Est-ce que juste on peut dire, d'abord on a le droit tous à la contradiction. Bien sûr. Personne, et moi le premier... 100% quelqu'un de bien ou quoi que ce soit, ainsi de suite. Il y a des choses qu'on s'interdit. Par exemple, jamais de ma vie je mangerai du chocolat blanc parce que c'est dégueulasse. Mais après d'autres ont le droit de. Excusez-moi, c'est le seul que j'aime. Ouais, voilà. Oui, c'est du racisme. C'est le seul endroit où je suis pour l'apartheid. On mélange pas le chocolat blanc. C'est le seul chocolat que j'aime. Alors vous pouvez me détester. Mais après chacun. Voilà. Mais bien sûr qu'il y a des contradictions et que tout n'est pas une entreprise 100%, je sais pas quoi, 100% bio pour aller vite. C'est pas le sujet. Mais après, c'est comment, par exemple, si je suis une entreprise qui contribue très fortement à ce qu'il y ait plus de personnes qui aient le diabète et qu'en même temps je crée une fondation qui permet aux gens qui ont le diabète de s'en sortir. Voilà. Donc par exemple, si on prend les cigarettiers, on arrive à un moment donné à une limite du système. Mais en revanche, il ne s'agit pas de faire un système où tout serait à 100% bien, ça n'existe pas. Bernadette veut réagir. N'existe pas. Bernadette veut réagir. On a droit à la complexité, ça c'est sûr. Et personne ne l'a enlevé ici. Bernadette, allez-y. Je voulais faire juste une remarque supplémentaire, c'est que je pense qu'il faut aussi se dire, on l'a dit tout à l'heure, une fondation d'entreprise, c'est là aussi pour donner du sens aux collaborateurs. Ça leur permet de trouver des valeurs qu'ils ne retrouvent pas forcément dans leur activité quotidienne. Et je pense que la présence d'une fondation d'entreprise au sein de l'entreprise apporte aussi des valeurs, une image qui vont avoir une influence sur l'entreprise elle-même. J'ai de nombreux exemples. Je pense qu'il ne faut pas non plus négliger cet aspect-là. Bien sûr. La fondation va aussi amener à être meilleur au sein de l'entreprise. Évidemment. Vous me permettez, alors je ne voulais pas le faire, mais vous m'autorisez. Il se trouve que j'ai une deuxième casquette. J'ai le plaisir, en tant que journaliste et animateur depuis 25 ans, d'animer des événements, mais il se trouve que depuis 12 ans, j'ai changé de vie et j'anime des événements de côté et je passe 50% de mon temps et de mon argent, ça me regarde, sur une association que j'ai créée. Et je me permets de parler des bénéficiaires des fondations, justement pour répondre à cela. Il y a 12 ans, j'ai créé une association qui s'appelle Tout le monde chante contre le cancer, parce que je voulais pas qu'on s'appelle Tout le monde chiale. Donc on est des joyeux et on se bagarre contre le cancer et on fait 1000 actions dans 140 hôpitaux. Moi, je suis un bénéficiaire à travers mon association. Les familles et les parents d'enfants, d'adolescents ou d'adultes malades nous contactent, les hôpitaux nous contactent au quotidien. Moi, derrière, je vais voir les fondations. Et vous preniez l'exemple extraordinaire de McDonald's. Peu importe ce que vous en pensez, moi je suis un Aveyronais, vous imaginez, je bouffe de la viande de bœuf, je bouffe de la Ligo, les trucs les plus équilibrés du monde bien sûr, même si je ne suis pas client chez eux. Et vous avez donné le bon exemple. En tant qu'association, je
vois ô combien ces maisons de parents sont indispensables. McDo ne vous le dira pas parce qu'ils savent très bien que derrière, ils vont s'en prendre une. Ils ne vous diront pas, mais en revanche, ils ont 9 maisons, bientôt la 10e, qui ont coûté chacune entre 2 et 3 millions d'euros. Et chaque année, pour chaque maison dans le fonctionnement, il y a 300 à 500 000 euros. Ça veut donc dire qu'on est là à des dizaines de millions d'euros chaque année pour héberger des familles en grande difficulté sociale, qui ont des enfants qui sont parfois en fin de vie, et des familles qui ont traversé la France pour venir se faire hospitaliser à Paris, à Bordeaux, à Toulouse, etc. Donc il y a en effet cette utilité-là. Et moi, en tant qu'association de patients, je ne veux pas avoir à juger. Je ne veux pas, quand un patient, quand un hôpital nous appelle en urgence, parce qu'il y a souvent des enfants en fin de vie, puisqu'on travaille beaucoup sur les soins palliatifs, je ne veux pas me dire que quand j'ai une demande de l'hôpital, je ne vais pas demander à ces salauds de cheminots parce qu'ils ont des trains en retard, à ces salauds de vendeurs d'hamburgers parce que je ne sais pas quoi. Sinon, je ne demanderai à personne. Eux, ils ont 1% de trains en retard, on parle que 99% autres. Et donc, je vais voir SNCF, je vais voir McDo, je vais tous les voir parce que mes patients ont besoin de ça et parce que je pense que ce n'est pas à moi de juger. Je suis moi-même pas irréprochable dans ma vie de citoyen, donc je ne vais pas demander aux autres de l'être. Voilà. Permettez-moi juste cette parole d'association de patients. Oui, et puis il faut espérer par rapport à ce que vous disiez, madame, c'est justement que ces valeurs coproduites, dont on parlait tout à l'heure, puisqu'on fait partie de ce grand écosystème, donc on coproduit des valeurs avec tous nos partenaires, et ça permet probablement à un moment donné de faire remonter un certain nombre de valeurs et finalement d'éclairer, d'essaimer, de disperser, de faire entendre une petite musique différente à l'entreprise. Et je pense qu'on a peut-être ce rôle modestement, mais aussi, on peut y participer. Monsieur, bonjour, vous avez le micro, je vous invite à vous lever, à vous présenter, si vous le souhaitez, si vous le pouvez. Est-ce que ça marche? Ça fonctionne, ne vous inquiétez pas. Excusez-moi pour ma voix cassée. Donc, je suis Joanne Gérard, je suis le directeur de la stratégie des organisations au sein d'une association qui gère des établissements médico-sociaux. Ma question est plus peut-être une ouverture. J'entends à travers vos présentations que les fondations interviennent ou n'interviennent pas dans la stratégie de l'entreprise, sont un peu à part, mais en même temps sont très prégnantes. Et j'ai bien aimé effectivement votre intervention, Madame Bix, sur la notion aussi des enjeux éthiques, et que la Fondation peut éventuellement redonner du sens ou un élément complémentaire sur la réflexion éthique. Donc ma question se porte, puisque le vecteur de transmission des valeurs, ça voudrait dire peut-être l'hypothèse que l'entreprise parfois a du mal à maîtriser cet aspect immatériel dans son entreprise pour gérer ses valeurs au sein même de l'entreprise, et que la Fondation l'aide à cela. Je mets le côté philanthropique de côté, etc. Du coup, la question que je pose, et Serge en est un éminent représentant, les sciences humaines et sociales, finalement, se retrouvent souvent à travers ces fondations, par ses membres, et le changement de paradigme peut-être pour les entreprises serait l'intégration des sciences humaines dans le pilotage direct des entreprises. Dans vos échanges, on voit finalement on a envie de l'intégrer, mais un peu à part. Voilà, donc j'interroge les dirigeants des entreprises là-dessus. Qui souhaite répondre? J'ai envie de vous répondre exactement le contraire, pardon de la contradiction, mais on est là pour ça. Entre nous, je n'ai pas besoin de la Fondation pour pousser des valeurs chez Korian. Vous connaissez ce secteur, les gens qui sont chez nous sont très engagés. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les enquêtes. Je sais que le DRH est toujours un peu suspect, mais néanmoins... Bon, d'accord. Bon, donc honnêtement, s'il n'y a pas de Fondation, ce n'est pas pour cela que les valeurs ne seront pas portées, incarnées par les salariés, qui ont, pour la plupart, vous l'avez rappelé tout à l'heure, ont choisi ce métier. Pour la plupart. Vous l'avez rappelé, il y a des gens qui viennent chez nous parce qu'ils ont 10, 15, 20 ans, d'autres entreprises, ils cherchent un nouvel élan à leur carrière, avec plus de sens, plus de... Bon. Donc la Fondation, bien sûr qu'elle est reliée aux valeurs, c'était la question de monsieur tout à l'heure. Sinon, ça serait complètement désincarné ou ça serait une espèce de chose à côté de l'entreprise. Mais en tout cas, dans notre secteur, je pense que les fondations sont encore une fois un prolongement d'entreprise vers l'ensemble des parties prenantes et des acteurs qui influencent l'entreprise et qui aident aussi l'entreprise à s'améliorer dans sa pratique quotidienne. Bernadette Moreau, pour répondre, vous êtes vous l'exemple que finalement la Fondation était même une demande, une émanation, on a presque des collaborateurs suite à des accidents dramatiques, mais pour le coup c'est un outil, on parle là d'un outil comme plein d'autres outils, mais finalement les collaborateurs vous ont incité à créer un outil supplémentaire. C'était une attente forte des collaborateurs. Il y avait bien sûr l'aspect, je dirais, RH, qui a été traité à l'occasion de ces accidents dramatiques. Mais après, il fallait aller plus loin. Et effectivement, nos collaborateurs nous attendaient beaucoup là-dessus. Je voudrais ajouter quelque chose aussi qui n'est pas forcément une réponse à ce que vous dites, mais ce que vous avez évoqué, mais qui me paraît important, c'est que dans le travail de la Fondation, j'ai beaucoup parlé de sécurité routière, on parlait de transmission aussi tout à l'heure.
En travaillant sur la sécurité routière, on travaille sur l'exemplarité, on travaille sur la transmission des valeurs, on travaille sur l'éducation. Oui. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant avec l'outil Fondation, c'est de pouvoir travailler sur les leviers qui vont pouvoir générer de l'efficacité, au fond, sur la sécurité routière, mais sur plein d'autres choses. Je vais vous donner quelques exemples. Quand on parle de somnolence au volant, en fait, on parle d'hygiène de sommeil, on parle d'un énorme problème de santé publique qui est le manque de sommeil. Et ça concerne bien sûr la conduite, mais ça concerne plein d'autres thèmes. Ça concerne l'attention, l'éducation, le vieillissement prématuré, enfin, différentes choses. De la même manière que vous parlez d'alcoolisme ou d'usage de stupéfiants, pareil, de drogue, bien sûr. Quand on parle de distraction au volant, on va parler de l'usage du smartphone, du téléphone, et on sait bien que bien au-delà de la conduite, il y a d'autres choses à faire pour qu'on sache utiliser de façon responsable tous ces outils. Donc c'est ça qui est intéressant aussi avec l'outil de la Fondation, c'est qu'on peut vraiment aller rechercher des sujets bien au-delà de notre petit sujet de conduite responsable, si je puis dire. Et ce que vous nous dites les uns les autres, on va vous apporter le micro, ce que vous nous dites les uns les autres, c'est que finalement on reste bien là. La Fondation, c'est le nom juridique en fait d'une structure, mais elles sont toutes aussi diverses. Il y a autant de fondations et diverses évidemment. Vous allez voir les 700 ou 800 qui sont abritées par la Fondation de France, elles ne sont pas ni gérées, ni de la même manière, ni avec les mêmes valeurs, etc. Donc chacune a sa personnalité. Serge, oui. Oui, juste de manière très courte, je crois que ce qui est dit dans la question aussi, c'est encore une fois, tous, quelle que soit notre situation, notre niveau, on a besoin de trouver du sens à ce qu'on fait. Et donc, une fondation peut être un élément, mais je suis un acteur de l'entreprise, du plus petit au plus grand, à quoi je sers. Et l'enjeu majeur, c'est le soir, le matin, me dire à quoi j'ai servi, est-ce que j'ai été à un niveau ou un autre utile à quelque chose. Et là, en effet, il y a des entreprises, on est peut-être moins utile, voire négatif que d'autres. Ça, je reviens là-dessus. C'est aussi possible. Toutes les entreprises ne se valent pas, comme toutes les sociétés, à mon sens, ne se valent pas. Évidemment. Madame, vous avez le micro et ensuite monsieur. Madame, bonjour, je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Bonjour. Allez-y, ça fonctionne, ne vous inquiétez pas, on a une super équipe, donc soyez confiante. Oui, bonjour. En fait, je voudrais savoir si vous considérez que l'État encourage suffisamment la création d'entreprises, parce que moi j'ai l'impression que la création d'entreprises ou de fondations la création des fondations d'entreprises, parce que j'ai l'impression que les barrières à l'entrée sont assez élevées. Moi-même, j'ai une entreprise et depuis le départ, en fait, mon objectif, c'est d'adosser une fondation dédiée à l'éducation au sens large du terme. Et honnêtement, je trouve que c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Alors, autour de la table, finalement, il y a des incitations juridiques, fiscales Non, c'est très facile de créer. Vous d'abord, vous pouvez faire du mécénat sans fondation. Oui, ça je sais, j'en fais déjà. Et vous pouvez créer un fonds de dotation. Oui, mais il y a la gestion administrative qui est un peu compliquée. Ah non, pas du tout. C'est quoi la différence, Marianne, puisque vous lancez? C'est ce qui est plus simple. Non, la fondation d'entreprise, il y a un certain nombre de contraintes. Les fondations sous égide ou les RUP, fondations reconnues du public. Mais le fonds de dotation, c'est comme une association. Donc c'est très très simple à créer. Vous pouvez créer ça du jour au lendemain. Et vous pouvez recevoir des dons de tous les gens que vous voulez, avec des legs et voilà. Donc c'est très très simple, créer un fonds de dotation. Ça existe depuis 7-8 ans, je crois. On peut dire aussi qu'il y a des centres de ressources vraiment pour vous indiquer là-dessus. Il y a le Admical, CFF, AFF aussi. Vous avez beaucoup de centres de ressources en la matière. Vous tapez fonds de dotation, vous allez voir, c'est très simple. Et des avocats aussi spécialisés qui peuvent vous aider là-dessus. On va vous apporter le micro, monsieur. Bonjour, vous avez le micro. Bonjour, Quentin Morel, je suis étudiant en communication et en fait justement il y a beaucoup de personnes qui considèrent aujourd'hui que les fondations c'est uniquement de la com et est-ce qu'il n'y aurait pas une manière, c'est vrai qu'on considère souvent que les fondations s'inspirent des valeurs des entreprises, est-ce que ça ne pourrait pas se faire dans le sens inverse, c'est-à-dire que les entreprises dans leur façon de produire et de commercialiser, elles s'inspirent finalement de ces fondations, que ça se fasse dans l'autre sens. Et justement, ça pourrait montrer que c'est pas de la com et que ça va beaucoup plus loin que ça et que justement les entreprises, dans leur façon de produire et de commercialiser, elles s'intéressent beaucoup aux valeurs de ces fondations. Les frontières ne sont pas imperméables, ça va des deux côtés, tout le monde s'inspire. Voilà, tout le monde s'inspire. Je parlais de l'ascendant et du descendant et de l'ascendant. Quand on est au contact des associations, elles nous apportent des choses, elles nous nourrissent. Et donc après, évidemment, on va servir au mieux les causes qu'on défend. Voyez, donc, et je pense et j'espère en effet que petit à petit, cette image d'outil de communication qui reste très ancrée, mais qui l'est de moins en moins,
Ça l'est aussi, on ne peut pas le nier, mais c'est surtout un levier d'action pour faire bouger les lignes dans la société. On essaye d'y contribuer à notre modeste part, mais je pense vraiment que sur certains sujets d'éducation, nous par exemple on a créé avec 10 autres entreprises l'Alliance pour l'éducation, qui est une alliance de 10 entreprises qui s'appuie sur 7 associations qui sont déjà actives dans le terrain pour essayer de prévenir le décrochage scolaire. Vous voyez, donc il se passe des choses et on peut faire bouger les lignes. Merci beaucoup. Monsieur ici et monsieur là-haut ensuite. J'ai une question à Madame Biche-Dufour. La fondation BIC est-elle actionnaire de l'entreprise? Non, non, elle n'est absolument pas actionnaire. Je pense que juridiquement, elle ne peut pas l'être. Je pense que le laboratoire Fabre, par exemple, est un exemple où la fondation est actionnaire principal de l'entreprise. Mais c'est de la même manière que la fondation Bosch, par exemple, mais c'est une autre... Rolex. C'est pas les mêmes fondations, c'est une autre structure. Deuxième question. Hop, deuxième question pour monsieur. Deuxième et dernière question. Est-ce que les dirigeants dans l'entreprise et les dirigeants de la fondation peuvent-ils être les mêmes? En tout cas, chez nous, je suis dirigeante de BIC et je suis présidente de la fondation d'entreprise. Voilà, mais il y a une seule personne. Parmi les 9 membres du conseil d'administration de la fondation d'entreprise. Rémi, dans votre entreprise, dans votre fondation? Donc Sophie Boissard, notre directrice générale, est aussi présidente de la fondation du Bien Vieillir Corian, mais vous avez noté qu'il y avait un petit cas qui se cache dans le nom, donc forcément il y a une logique à tout cela. Et ensuite, dans le conseil d'administration, c'est 50-50 sous réserve, 50% de représentants de la direction générale et 50% de personnalités extérieures. Plus le comité scientifique, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un organisme à côté, avec une majorité là, de non-corians. Merci. Marianne, oui. C'est 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers de représentants de l'entreprise, dirigeants ou syndicats, et 1 tiers de personnalités qualifiées. Voilà. Donc ça permet une vraie variété de représentation. Monsieur, je ne vous vois pas, mais je sais que vous avez le micro. Oui, c'est juste. Bonjour. Pardonnez-moi que je parle peut-être pas assez bien le français. Je représente une fondation transfrontalière dans le triangle Suisse, Allemagne et France, à Strasbourg. Et chez nous, il y a toujours la discussion sur la composition des COMEX, oui. Et je constate que vous vous engagez très personnellement. Quelle est l'importance de la composition du COMEX et comment vous publiez le travail de votre COMEX hors de la fondation? C'est important dans la question de monsieur, et merci beaucoup. D'abord, vous excusez, vous avez un français parfait. Voilà, je pourrais même être jaloux. Derrière la question de monsieur, il y a aussi l'idée reçue que parfois dans les fondations, c'est un club de notables, en fait, de gens qui n'ont rien à faire, mais qu'on a mis là juste parce que ce sont des notables. Je fais exprès, évidemment, l'avocat du diable, mais comment vous répondez à monsieur? Je vous invite au prochain plateau de la Fondation Corian. C'est un plateau que nous avons démarré avec la Fondation, donc il y a 3 mois, qui se réunit toutes les 6 semaines, pour publier, justement, vulgariser les travaux que nous menons au sein de la Fondation toutes les 6 semaines à Paris et en région. Donc si vous allez voir sur notre site Fondation Corian, vous verrez, c'est une façon de répondre à votre question. Et donc c'est pas le COMEX qui est impliqué, c'est les gens qui contribuent aux études et qui publient ces études pendant ces plateaux. Idem. Voilà, pas tout à fait la même chose. Nous on a un site internet. On est sur les réseaux sociaux, en tout cas Twitter, et on l'est, je vais vous expliquer pourquoi on l'est, pas pour la Fondation, mais pour les partenaires qu'on soutient. Voilà. On parle de nos partenaires et ce sont eux qui prennent la parole et c'est comme ça que ça doit être. Voilà. Merci. D'autres questions? Qui a la main? Alors vous avez la main levée, les étudiants, vous pouvez. J'ai une main tout au bout là-haut, vous pouvez passer le micro à madame, et une main levée ici. Voilà. Bonjour madame, je vous invite à vous lever. Bonjour madame, bonjour messieurs. Je suis Brigitte Rezer-Erlin et d'abord je voulais vous remercier de tous ces témoignages riches et ces actions fortes en tant que fondation. Je m'étonnais néanmoins de retrouver un peu l'organisation des sociétés en silo, c'est-à-dire que chacun a son territoire d'expression, ses actions, mais en vous écoutant et en regardant le monde extérieur, on s'aperçoit que les causes peuvent être les mêmes entre différentes sociétés, différentes fondations. Donc ma question est-ce que vous avez des actions transversales dans un monde qui se veut de plus en plus horizontal aujourd'hui et transverse entre différentes fondations vers des causes communes où chacun apporterait sa brique
et sa force pour être ensemble plus forts. Par exemple, dans le domaine de l'éducation, pour citer qu'un exemple. J'ai entendu déjà la réponse tout à l'heure, mais je vais demander aux personnes de la refaire, en effet. Alors moi, je vais vous donner un exemple dans la mobilité. En fait, il y a maintenant 3 ans, nous avons réalisé un appel à projet commun à 3 fondations. Je crois que c'était la première fois que ça se faisait. Il y avait la Fondation Vinci pour la Cité, qui fait partie du même groupe que nous, mais qui, elle, est sur des sujets d'insertion. Il y avait la fondation PSA Peugeot Citroën qui travaille sur l'insertion et la mobilité, et donc la fondation Vinci Autoroute qui travaille plus sur la sécurité routière, mais qui s'est intégrée dans cette démarche parce que la sécurité routière, c'est aussi un apprentissage de la citoyenneté. Et ensemble, nous avons mené un appel à projet, et ça a été effectivement très très intéressant, cette transversalité très efficace, et on a pu financer de très beaux projets sur l'ensemble du territoire français. Marianne ? Alors vous avez raison, cette co-construction nécessaire, ces alliances, elles se développent de plus en plus. La Fondation SNCF, elle a peut-être 2 exemples très très rapides. On a co-créé avec les fondations Rothschild, fondation familiale, à 2, Fondation SNCF, Fondation Rothschild, programme qui s'appelle Premier Acte, pour permettre à des jeunes issus de la diversité, terme consacré, qui ont un talent de comédien, l'envie de devenir comédien, eh bien, de leur offrir une année de prépa en quelque sorte, pour pouvoir préparer les concours. Voilà. Donc on a financé, voilà, on finance depuis 4 ans, et ces jeunes d'ailleurs rentrent dans les écoles, sont déjà pour certains comédiens. Et tout à l'heure je parlais de l'Alliance pour l'éducation. La cause, c'est l'éducation, c'est de prévenir le décrochage scolaire. C'est quand même 10 entreprises qui se sont mises ensemble. 10 entreprises, vous voyez, vous ne les connaissez pas parce qu'on s'est effacé devant la cause. Ça s'appelle l'Alliance pour l'éducation. Ne signe pas. Oui. Voilà. Donc les alliances, ça existe. Il n'y en a peut-être pas suffisamment, mais petit à petit, on s'y met. Et Marie-Aimée, c'est aussi le travail d'une fondation, c'est aussi justement de rassembler les ONG et les associations pour qu'elles travaillent ensemble. C'est surtout que nous, la fondation d'entreprise BIC, elle n'agit que par l'intermédiaire d'ONG, d'associations, lesquelles ONG sont également soutenues par d'autres fondations. Donc c'est ce travail des uns et des autres, ces apports des uns et des autres qui permettent la réalisation par l'ONG de ces objectifs. Voilà, donc on travaille main à main avec d'autres fondations d'entreprises, mais pas dans le cadre d'un véritable partenariat, mais c'est quelque chose que nous n'excluons pas du tout. Merci. Bonjour, vous avez le micro, je vous invite à vous présenter. Déborah Pal. Pardon. Ça fonctionne. Donc je suis responsable communication développement d'Enactus. Merci de nous avoir cités. Moi, ma question vous concernait tous. Vous avez parlé, Marianne Echette, de temps long dans une fondation qui n'est pas le même temps que l'entreprise. Et que pouvez-vous dire sur la prospective? Est-ce que la Fondation a un rôle de prospective sur vos sujets? Parce qu'on a l'impression que vous intervenez pour colmater des problèmes présents, mais est-ce que vous anticipez aussi des problèmes futurs? Est-ce que vous avez un rôle un peu d'alerte? Et quel est votre rôle par rapport à l'entreprise? Oui, bien entendu, sur nos... on en parlait tout à l'heure, on s'appuie sur des référents. Voilà, quand on arrive dans un domaine, l'éducation, la culture, les solidarités, bien entendu, on va voir les sachants pour comprendre les enjeux. Catherine Luquet, qui est dans la salle, s'occupe de l'éducation chez nous et elle rencontre en permanence des experts, des scientifiques et petit à petit, ce domaine éducation évolue. Au début, on était sur les savoirs de base, lire, écrire, compter. Donc on soutient des associations, on passe aussi bien sûr toujours par des associations, parfois non, mais surtout. Et donc on allait sur le soutien, j'allais dire, un peu basique, si je puis me permettre. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'il fallait aussi éveiller les enfants à avoir une certaine curiosité, développer le goût du doute. Et donc, parce qu'en rencontrant des experts, on nous a expliqué que, par exemple, quand on va sur Internet, il faut que l'enfant ait la possibilité de ne pas s'y perdre. Donc, on a ouvert une nouvelle thématique sur la sensibilisation aux techniques, par exemple, vous voyez. Et sur l'engagement, par exemple, on va aussi plus loin. Maintenant qu'on a vraiment développé ce mécénat de compétences, André Maître est dans la salle, c'est elle qui est aux manettes de ce dispositif, on s'est dit, au fond, l'engagement, c'est la clé de tout. Il faut commencer dès le plus jeune âge. Alors donc on sort du cadre du mécénat de compétences et des salariés et on va soutenir ici, pas encore l'école de la philanthropie, mais la NACEJ qui fait des conseils de quartier où les jeunes de 7 à 12 ans, puis Citizen Corp qui
donne envie aux adolescents de s'engager, puis le service civique, puis l'Institut de l'engagement. Vous voyez, on essaie de montrer que la valeur de l'engagement, bon, elle est présente et il faut qu'on la défende dès le plus jeune âge. Rémi Boyer, et je prends ensuite la dernière question dans la salle. Vous avez complètement raison. Notre fondation, elle est d'abord prospectiviste, si je puis dire. D'ailleurs, il y a Philippe Cahen, qui est dans notre conseil scientifique, qui est un prospectiviste. On est devant. Vous comprenez, encore une fois, c'est différencier l'acte de gestion au quotidien de nos maisons pour faire le mieux qu'on peut, et puis il y a préparer la suite. Et je vous invite à aller voir quelques études intéressantes qu'on a sorties récemment. Il y a une étude sur la connectivité ou la connexion entre les juniors et les seniors, qui est une très belle étude sur les pratiques vis-à-vis de la pratique de l'Internet, qui nous dit beaucoup sur le futur du métier. On a aussi des études en cours sur l'utilité des aînés. C'est quoi être utile quand on a dépassé 65 ans, 70 ans, sachant qu'aujourd'hui, il y a déjà 17 millions de Français qui ont plus de 65 ans, et que ça ne va pas s'arranger, si je puis dire. Voilà, des études aussi sur le fond, vous voyez, sur c'est quoi la pratique médicale, le poids du digital, de la domotique, de la robotique. Voilà, notre fondation va être sur ces sujets-là, à la fois en aller-retour, si je puis dire, entre les pratiques au quotidien et puis ce qui va arriver demain dans le métier. Merci beaucoup. Dernière question. Dans la salle, qui a le micro? Madame, vous avez la main levée. On attend votre crampe, en fait, pour vous apporter le micro. C'est à vous. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Isabelle Alors, de Bézère. est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, qu'on puisse tous vous découvrir et poser le micro sur le menton, s'il vous plaît. Voilà. Je m'appelle Isabelle de Bézère et la question que je me pose, c'est qu'apporte une fondation quand on a une démarche RSE dans l'entreprise déjà très aboutie? Est-ce que c'est un machin de plus? Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que c'est juste pour recaser des gens en fait qui s'entendent pas? Finalement, non mais je fais exprès évidemment, mais la question, qu'est-ce que ça apporte de plus? Et finalement, pourquoi il y aurait une fondation si déjà la direction RSE remplit toutes ses missions? C'est intéressant de faire le distinguo. D'abord, il faut savoir que les fondations sont les ancêtres de la RSE. Elles existaient avant. Hein. Bon. D'accord. Alors maintenant qu'on a dit ça, pour en avoir parlé plusieurs fois avec Jacques Rigaud, le fondateur d'Admical. Oui. Donc ça c'est important. Quand on a dit ça, bon voilà. Maintenant, depuis que la RSE, une quinzaine d'années, qu'il y a des obligations légales, moi je trouve que ça apporte beaucoup parce qu'il y a une dynamique, si vous voulez, et donc ça permet de. Mais en même temps, je pense qu'il faut continuer, c'est pas facile, de moins en moins d'entreprises arrivent à le faire. Il faut distinguer quand même la RSE qui est liée à l'activité de l'entreprise, qui est un prolongement, vous avez raison de le dire, et c'est utile parce que qui mieux que Corian peut parler du bien vivre, du bien vieillir, pardon, bien vivre, bien vieillir, qui mieux que vous, c'est normal. En même temps, la fondation peut apporter autre chose. Il faut qu'elle soit en écho, si vous voulez, avec les valeurs, avec l'histoire, vous voyez, avec l'univers de l'entreprise. Nous, notre raison d'être, c'est pour mieux vivre ensemble. Pourquoi? Parce qu'on considère que voilà, on est une petite France aussi à la SNCF. Voilà. Donc nos valeurs et nos domaines sont liés à ce vivre ensemble. Marie-Aimée Bic-Dufour. Oui, j'attends de la fondation d'entreprise qu'elle guide les donations qui peuvent être faites au niveau local par les filiales dans le sens de l'éducation. Aujourd'hui, comme il n'y a pas de lignes directrices qui sont données, les filiales de BIC au travers du monde, elles donnent à l'éducation, mais aussi à beaucoup d'autres causes. Et le fait d'avoir une fondation d'entreprise BIC qui soit visible en interne va, je pense, amener tout naturellement nos filiales à se recentrer sur l'éducation. Et ça, je pense qu'on aura fait un progrès. Bernadette Moreau. Oui, moi je pense en ce qui concerne Vinci Autoroute, c'est quand même très très distinct. La responsabilité sociale de l'entreprise, sociétale de l'entreprise, bien sûr qu'on travaille dessus. On est plus sur un registre qui a trait à l'activité directe de l'entreprise, alors que quand on travaille à la fondation, on est sur des sujets qui sont en lien avec l'activité de l'entreprise, mais qui sont beaucoup plus larges quand on parle d'éducation, quand on parle de sécurité routière, effectivement, probablement directement, mais éducation, hygiène, santé, on est sur des sujets qui ne sont pas des sujets qui relèvent de la RSE pour l'entreprise. Merci beaucoup. Je voudrais que l'on invite chacun des intervenants à nous offrir son mot de conclusion. Vous avez envie que l'on reparte avec quoi? Et j'ai demandé tout au long de ce week-end, dans les 7 conférences que j'ai eu le plaisir d'animer, le mot porteur d'espoir, en fait. Avec quoi je repars, mais qui soit porteur d'espoir et qui me mette dans la peau, moi, du transformateur.
Et qu'est-ce que, si ce n'est le transformateur, en tout cas le transmetteur aussi, Serge, qu'est-ce que vous voulez offrir comme autre conclusion au public ce soir? Peut-être pour être très court, plusieurs fois on s'est dit, la société bouge. On a une vision comme quoi ça va mal, chacun est enfermé, ainsi de suite. Et ce qu'on voit, les fondations en sont un exemple, il y a plein d'autres exemples. Ce qu'on voit, c'est qu'on est dans une société qui est beaucoup plus mobile, beaucoup plus active, beaucoup plus en ébullition, parfois aussi en bouleversement, alors parfois en régression aussi, mais que cette société-là, il faut lui donner sa chance. Et donc, c'est comment on valorise tout ça. Et les fondations font partie des acteurs qui permettent de donner leur chance à des gens qui font bouger la société. Merci beaucoup, Serge Guérin. Bernadette Moreau, votre mot de conclusion. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, je le savais déjà, mais je trouve que ce panel était représentatif de ça, c'est la diversité des actions des fondations, la multiplicité des acteurs qui tournent autour de ces fondations et qui vont bien au-delà de ce que font les entreprises traditionnellement, qui sont des leviers d'action extraordinaires, et ça, c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Marie-Aimée Bic-Dufour. Moi, je voudrais... la fondation d'entreprise BIC est une fondation récente. Nous sommes partis, j'allais dire, de zéro. Nous avons donc une démarche humble, mais à la fois extrêmement ambitieuse. Et je voudrais, avec l'aide de tout le monde, trouver les effets de levier les plus importants pour faire de cette fondation un succès. Merci beaucoup de cet appel. Rémi Boyer. Moi, je voudrais faire un lien avec la table ronde précédente à laquelle j'ai assisté et j'entendais Aldo Naouri, le pédiatre, dire que finalement les jeunes avaient une sorte de dette vis-à-vis de leurs aînés. Ce qui est une façon quand même presque inversée de voir les choses, mais qui m'a fait réfléchir. Et je me dis que dans nos métiers où on va gérer de plus en plus de personnes âgées, de plus en plus vieillissant, de plus en plus vieux, ce lien intergénérationnel entre les jeunes et les aînés est au cœur de la transmission. Et voilà, c'est un très beau métier que Corian porte. Et merci de le faire. Marianne, votre mot de conclusion. Moi, j'ai juste envie de dire que si on a envie de changer un peu le monde, il faut oser s'engager. Merci beaucoup. Ils étaient vos invités, vous pouvez les applaudir. Merci mesdames, merci messieurs. Merci beaucoup. Permettez-moi, parce que c'est la dernière de la journée, que l'on puisse ensemble aussi remercier les équipes de CHK, l'organisation, les étudiants, les bénévoles, les équipes techniques aussi au son, à la lumière, à la vidéo. Et merci aussi pour le plaisir que j'ai eu de vous accompagner ce soir et tout le week-end. Merci à tous, vraiment. Merci aux étudiants pour tout ce travail également. Et donc, je peux le dire, rentrez chez vous, s'il vous plaît. Bonne soirée, messieurs, dames. Merci.